d'abord, merci à toutes et tous d'être présents ce soir, dans une période de grande mobilisation un peu sur tous les fronts, où certains nous disaient oui, attention, la question écologique, c'est un peu secondaire, il y a le mouvement social, les universités, les cheminots. Nous, on pense que tout ça est bien évidemment connecté, que le projet que nous affrontons, le projet Macron, le projet néolibéral, s'en prend évidemment aux questions écologiques. Il suffit de voir ce qui se passe depuis lundi à Notre-Dame-des-Landes. Il suffit de voir les mobilisations des copains contre la privatisation des barrages hydroélectriques, et j'en passe, puisqu'on va avoir l'occasion de parler de toutes ces questions-là ce soir. Moi, j'introduis très rapidement, et je distribuerai la parole en sachant que donc, nous avons plusieurs intervenants et intervenantes ce soir. Je voudrais remercier déjà Mathilde Panot, qui est députée donc, du Val-de-Marne, de la circonscription Ivry-Gentilly, Kremlin-Bicêtre et Vitry. Voilà, j'y étais pas loin. Qui a eu la gentillesse de venir déjà, puisqu'elle était cet après-midi. Elle a été rencontrer les acteurs des murs à pêche, pour tout vous dire, voilà. Et puis, et qui par ailleurs, mais elle le dira elle-même, traite les questions d'écologie à l'Assemblée et siège à la commission qui s'appelait le développement durable et aménagement du territoire, avec monsieur Nicolas Hulot, entre autres, et madame Pompili. Voilà. Évidemment, je ne le présente plus, notre député, monsieur Alexis Corbière. Voilà. Et puis, Cézine Topchou, qui a eu la gentillesse de venir, et je remercie Nathalie, qui l'avait rencontrée à la bibliothèque Robert Desnos, puisque Cézine est sociologue, elle écrit de nombreux ouvrages, et entre autres sur la question du nucléaire. Et nous aurons également d'autres intervenants qui sont là-bas, qui sont donc Bernard Loup, qui est le président de l'association contre le projet Europa City Triangle de Gonesse, c'est ça. Et puis, voilà, qui viendra nous parler de tout ça. Et Delphine Debord, qui est élue France Insoumise auprès d'opposition auprès Saint-Gervais, et qui fait partie de la coordination, en tout cas pour une Île-de-France, et pour un retour en régie publique de l'eau sur la communauté Est Ensemble. Et évidemment, vous tous, parce qu'ici, il y a beaucoup d'acteurs aussi de lutte à tous les niveaux. Donc évidemment, chacun pourra prendre la parole. J'ai oublié de dire un truc, mais d'un coup, ça m'a traversé. J'ai dit, il faut que je le dise, j'ai déjà oublié. Peu importe. Donc je vais vous... oui, l'idée de la réunion, c'était pas seulement de tirer un bilan... négatif en disant « Oh là là, regardez, on traverse une crise écologique qui s'aggrave, ça va pas, c'est dramatique » et on ressort tous déprimés. Au contraire, l'idée c'était d'articuler ça avec les luttes citoyennes, avec toutes les démarches de lutte qu'il y a pu y avoir dans le passé, qui existent encore, en témoigne Notre-Dame-des-Landes, et que c'est par ces luttes citoyennes, par l'organisation de ces luttes citoyennes, qu'on arrive à mobiliser, à faire bouger des lignes. En face, on a une réaction très forte, tant du pouvoir que d'autres, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est aussi de ressortir avec éventuellement des perspectives d'action sur Montreuil, mais également avec la patate pour agir et pour lancer des batailles. Voilà. Merci Delphine. Bon, merci évidemment à tous d'être là pour une réunion dont le cadre est... organisé par le mouvement France Insoumise. Je dis ça parce que comme député, on organisera un meeting, sans doute début juin, une fois que les autorisations ont été données, un peu de compte-rendu de mandat pour faire le point sur ces 1 an d'élection, du moins toute l'action qu'on a menée. Je dis on avec Mathilde et l'ensemble des 17 députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr, à l'heure des réseaux sociaux, je sais que souvent vous êtes nombreux à le voir, parfois à soutenir, souvent à féliciter, et parfois un peu à gueuler parce que tel ou tel point à votre goût n'a pas été assez défendu, ce qui est normal. Donc je crois que dans cette salle, beaucoup voient le travail qu'on fait. Mais ce soir, c'est une réunion, Delphine Beauvois l'a dit, à vocation d'éducation populaire. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont là, des bien meilleurs spécialistes d'ailleurs que moi, et moi je ne veux pas être trop long, Mathilde Panot,
est aujourd'hui une spécialiste de ces questions-là, ce qui apporte beaucoup à notre groupe. Moi, je voudrais dire combien le combat écologique, c'est pas quelque chose qui doit être compris comme une dimension du combat, mais plutôt un horizon vers lequel, en vérité, converge l'ensemble des combats que l'on mène. Les luttes écologiques, elles ont des dimensions sociales, elles ont des dimensions démocratiques, elles ont des dimensions citoyennes, elles ont des dimensions économiques, elles ont même des dimensions républicaines. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je fais une parenthèse avant de développer ces différents points rapidement. Tout de même, on a tous une pensée, c'est un peu solennel de le dire, par rapport à ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes. Saluer le fait, d'abord, que ceux qui ont porté ce combat pendant des années avaient raison. Et la décision du gouvernement de reculer amène à ce que celles et ceux qui sont mobilisés, je sais qu'il y en a nombreux dans cette salle qui parfois sont allés sur place, et puis tous ceux qui ont fait le choix, à la fois avec des projets d'aménagement, et puis des projets alternatifs, ou tout simplement en se mêlant à la mobilisation, ont eu raison. Mais on a aujourd'hui, de la part du gouvernement, une réponse violente, inadaptée totalement par rapport à l'avenir du projet, qui est choquante, car l'enjeu était de la part du gouvernement, dans un premier temps, de demander uniquement qu'il y ait une voie d'accès qui puisse être libérée. Il n'y a aucune raison à ce que le gouvernement, à l'heure actuelle, de manière brutale, détruise tout ce qui a été fait sur cette zone, car il n'y a pas de projet alternatif actuellement porté par le gouvernement. Et on peut s'étonner si c'était dans une volonté de mise en scène un peu, d'une fermeté, d'une répression contre toute forme de protestation au pouvoir, pour protester contre l'inutilité de cette brutalité. Et d'un point de vue démocratique, il y a un problème de fond, c'est que vous avez suivi ça. La presse même a été mise à l'écart. Et de mémoire, j'ai peu de points de comparaison où une intervention policière, en l'occurrence ce sont les gendarmes, dit à la presse, vous n'aurez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit d'être présent, et les seules images qui seront officielles sont celles données par la gendarmerie elle-même. Voilà. J'ai appris aujourd'hui, il y a eu plusieurs blessés, 17 blessés dit-on, un journaliste de la publication Reporter, que vous connaissez sans doute, qui a été manifestement blessé, enfin... Bon. Et à travers cette lutte-là, il y a une lutte exemplaire qui démontre que même quelque chose qui peut sembler à un moment donné, non pas avant-gardiste, mais porté par une partie de la population, peut faire reculer même ce qui semblait une évidence, car l'ensemble des pouvoirs présents voulaient imposer leur aéroport inutile. Donc je voulais dire que d'abord, c'est une question sociale, la question écologique, il faut bien le comprendre. Il ne faut pas que ce combat reste uniquement porté par ceux qui en ont les moyens. C'est une dimension importante, en quelque sorte, pourraient avoir les moyens de manger bio, ceux qui sont les plus favorisés, et puis on banaliserait le fait qu'aujourd'hui, notamment toute cette malbouffe touche les milieux populaires sans que cela nous indigne. C'est un peu simpliste de dire ça, mais quand nous portons l'exigence d'augmentation de salaire pour tous, d'amélioration des conditions, c'est pour permettre, y compris, l'accès à une qualité d'hygiène, une qualité d'alimentation pour tous, pas seulement pour ceux qui en ont les moyens. Quand nous portons l'idée, je le dis parce que je m'étais saisi de cette question-là, il faudra pousser l'idée de la cantine gratuite pour tous, comme un moyen de permettre à ce que tous les enfants puissent manger à la cantine gratuitement, et permettrait de créer une filière bio pour les agriculteurs bio, pour véritablement avoir des projets de santé publique, et qu'il n'y ait pas, là aussi, une distinction selon les milieux sociaux. C'est un projet, effectivement, qui est social, qui rendrait en plus du pouvoir d'achat, et qui mêle, d'une manière, on pourrait prendre d'autres sujets, la question écologique et la question sociale. Le combat écologique aussi, on le sait, est une lutte économique. On en a vu tout à l'heure encore un exemple avec Mathilde, vous le savez, je vous laisserai, on parlera des murs à pêche tout à l'heure, mais personne n'est dupe dans le fait que quand il y a souvent une volonté de remettre en cause des lieux alternatifs, soit de modèles d'agriculture apaisée, soit des modèles différents, notamment comme les murs à pêche, c'est souvent une volonté économique de les remettre en cause afin de faire du profit. Et à l'inverse, aujourd'hui, le combat écologique peut être porté par l'exemple des AMAP, des circuits courts, par d'autres projets qui montrent la voie d'un autre modèle économique. Donc à travers la question écologique, c'est aussi le projet alternatif concret qui est porté comme un contre-modèle et qui peut être intéressant. Je vais vite, le combat écologique est toujours une lutte citoyenne. Je dis un mot, bon bien sûr, il y a l'exemple de Romainville, l'usine Wipelec, Notre-Dame-des-Landes, je l'ai évoqué. Mais un mot sur l'usine SNEM de Montreuil. Il y a un combat qui a été mené ici par des riverains, un combat difficile, parce que ça a été porté par des gens qui posaient nombre de questions, mais qui indiscutablement
démontrer de quelle manière la question environnementale, la question du droit à la santé publique est quelque chose qui peut mobiliser l'ensemble d'un quartier de gens qui veulent des réponses et qui ne se satisfont plus seulement du circuler, il n'y a rien à voir, faites-nous confiance. Et cette expertise citoyenne qui s'est exprimée dans le débat sur la STEM, que vous connaissez sans doute, de cette usine à côté, des questions, de l'exigence d'en rester là, a été extrêmement fécond et démontre qu'il y a là un formidable levier de mobilisation, d'exigence citoyenne qui est plutôt rassurant. Hein. Nous, on défend toujours l'idée que les élections, bien sûr, sont un moment où certains débats peuvent être tranchés, mais le citoyen doit rester citoyen, y compris entre deux élections. Et moi, y compris avec ma position qui parfois, n'étant pas spécialiste de nombre de ces questions, je félicite et je soutiens, quelles que soient après les réponses qui peuvent être données, sur le fait qu'il est une bonne chose, qu'il y ait de plus en plus de ces citoyens experts qui veulent aller plus loin, qui veulent que lumière soit faite sur l'ensemble des dossiers et qui ne se satisfont pas, comme je disais tout à l'heure, du fait que les pouvoirs publics ayant décidé, taisez-vous, faites confiance. Et donc le combat écologique éclaire, j'ai envie de dire, le citoyen, souvent amène à ce que des gens qui peut-être ne se seraient pas mobilisés sur d'autres questions, mais à travers cette question-là, on vienne à devenir des gens qui font face à ceux qui voudraient imposer le silence. Bon, on peut retrouver la même question sur nombre d'autres sujets. C'est un combat démocratique qui impose, pour se réapproprier le combat écologique, que le citoyen soit mis au cœur des décisions. Je viens de donner un exemple. Les murs en pêche en sont un autre. On va apporter avec Mathilde Panot, c'est l'engagement que nous avons pris avec les amis que nous avons rencontrés tout à l'heure. Donc à vous de juger si nous tiendrons ou pas cet engagement, mais que soit notamment interpellé le ministère, on pense c'est plutôt le ministère de l'écologie, pour qu'un groupe d'intérêt public soit mis en place, que les associations qui interviennent sur les murs à pêche soient consultées pour savoir quel est l'avenir des murs à pêche, et pourquoi pas imaginer que dans ce groupe d'intérêt public, en plus de la présence de l'État, pourquoi pas des associations de locataires, etc., du quartier, car nous ne portons pas une volonté uniquement d'en faire quelque chose de fermé, uniquement entre les mains d'associations qui sont expertes sur le sujet, mais bel et bien à travers la défense de ce lieu exceptionnel, la volonté d'en faire quelque chose qui associe le citoyen sur le choix de son devenir. Et on a vu, je ne veux pas polémiquer plus que ça, et c'est le jugement qu'on en tirait tout à l'heure, je le dis devant Pascal en plus qui vient d'arriver, je ne savais pas que tu serais là, mais merci d'être là, que la mairie, quel que soit le jugement qu'on en tire, elle-même prise dans nombre de contradictions, n'est finalement pas parfois le meilleur lieu pour pouvoir juger où est l'intérêt général. Et qu'il est bon que l'État, la puissance publique aussi, ayant une vision plus large, puisse permettre qu'un tel lieu soit préservé et que les pressions, parfois la recherche de financement, parce que les communes sont mises dans une sale situation avec la baisse des dotations publiques, etc. Bon, mais il y a parfois, il ne faut pas transiger sur ces questions-là. Et il nous a semblé que l'État donc pouvait être le garant, par l'existence de ce groupe d'intérêt public, d'une réponse pertinente pour qu'un projet accepté de tous, pertinent, soucieux de la défense de l'environnement et de ce lieu exceptionnel, puisse voir le jour. Bon voilà. Pour terminer sur des questions européennes, il y a un grand débat qui vient bien sûr devant nous, prochainement, les élections européennes, mais on a vu comment, à travers l'exemple du glyphosate, comment l'Union européenne avait baissé les bras face au lobby sur cette question-là. J'évoquais tout à l'heure la SNEM, comment à la fois, pour ceux qui connaissent le dossier SNEM, l'utilisation du Chrome 6 jugé comme extrêmement dangereux avait été décidée au niveau européen, et puis par la suite une dérogation avait été aussi accordée pour que malgré tout ce produit continue à être utilisé. Donc il y a là bien souvent au niveau européen une absence de réponse pertinente qui doit amener à ce que nous puissions revoir complètement aujourd'hui cette Europe. Vous savez, pour ce qui est de la France insoumise, nous sommes pour nous émanciper et ne plus obéir à ces traités européens qui souvent ont été rejetés par le peuple chaque fois qu'il a été consulté. Je pointe, parce que c'est un peu une spéciale dédicace, comme disent aujourd'hui les jeunes, des combats écologiques menés au niveau européen, notamment par le député insoumis Younous Omarjee, qui a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique. Je crois que c'est quelque chose qui est à saluer, et qui montre l'utilité et parfois la qualité, je dis parfois, pas pourquoi, tout le temps d'ailleurs, la qualité des élus France Insoumise, mais qui sur cette question-là ont joué un rôle important. Je termine en disant que, puisqu'il fallait refaire le lien, je ne veux vraiment pas être long, la bataille ferroviaire actuellement qui est menée est aussi un combat écologique. Et il faut le vivre comme tel. Parce que le rail permet d'aller vers la transition écologique. Et on sait très bien que quand le fret a été mis en concurrence, il y a quelques années, la conséquence que ça a eue, c'est la diminution de transport de marchandises par la voie ferrée, en vérité, et l'augmentation de marchandises, de transport de marchandises par les routes et sur les camions. Et donc on a avec le rail et la puissance publique, le monopole public du contrôle des voies ferrées, la possibilité d'avoir un outil entre les mains, notamment pour remettre sur des voies ferrées les transports de marchandises qui ont un coût écologique absolument exorbitant.
au-delà du danger que ça représente, etc. Donc tout est lié, combat social, combat démocratique, combat écologique. Et c'est pourquoi, même si j'en termine là-dessus, le disait Delphine Beauvois, on peut juger dans ce moment très particulier de l'histoire de notre pays ce soir. Moi, je pense que nous sommes à un moment, on verra un mois d'avril ou un mois de mai, où peut-être une force peut se rassembler encore plus fort pour faire reculer le gouvernement. Et ce genre de réunion ne doit pas nous déporter au fait que nous encourageons tous ceux qui sont mobilisés. Moi, j'étais hier en Bretagne pour soutenir des postiers mobilisés pour la défense du service public. On vous invite tous, même si on le répétera peut-être pas durant la réunion, à être plus que allant dans le combat des cheminots et des journées de manifestation, notamment à l'appel des organisations syndicales qui ont lieu. On met sur la table une proposition d'une grande manifestation un week-end, notamment le 5 mai, mais on peut discuter de la date, si c'est le problème de la date. Mais on pense qu'il y a une volonté dans ce pays que nombre de luttes, de protestations montent et convergent vers ça. Mais ce qu'on va dire ce soir, l'expertise et la connaissance partagée que nous avons sur les combats écologiques n'est pas un à côté de ce combat. Il nous semble que ça fera chacun d'entre nous un citoyen plus éclairé pour comprendre les enjeux et bien comprendre qu'à travers les logiques de marchandisation, de destruction du service public, c'est aussi en vérité la même logique qui amène à ce que la planète, qui aujourd'hui la seule planète sur laquelle nous pouvons exister, se voit remise en cause et détruite avec tous les problèmes que ça pose pour les générations futures. Voilà, je donne la parole à Mathilde Panot, en la remerciant encore d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Moi aussi, je vais essayer d'être assez rapide pour qu'après on ait un temps de discussion après la prise de parole de Cézine Topchou. Donc, je suis très heureuse de faire une conférence avec elle. Et donc, la première chose, je pense que tout à l'heure, Alexis Corbière disait « Je suis une spécialiste de l'écologie ». Absolument pas. Moi, au départ, j'ai commencé... Et non, et c'est très bien, en fait. J'explique pourquoi. Moi, j'ai commencé au départ mon militantisme. Tout le monde a une porte d'entrée dans le militantisme parce que quelque chose le révolte à un moment. Moi, ce qui me révoltait, c'était la misère. Je ne supportais pas ça. Et donc, moi, mon engagement politique, il a commencé, en fait, dans une association de lutte contre la pauvreté et la misère, avec notamment la rencontre d'un militant à l'époque qui était militant au Honduras et qui racontait qu'à un moment, en 2014, une commune avait décidé, pour des raisons écologiques qui sont tout à fait acceptables, d'empêcher que sur les bords d'une rivière, on prenne du sable. Et lui me racontait qu'il avait rencontré notamment une maman qui disait « Je n'ai plus rien à donner à manger à mes enfants parce que la manière dont je survivais, c'était justement de prendre ce sable et d'aller le vendre aux entreprises du BTP. » Et donc moi, mon engagement politique a commencé par la lutte contre la pauvreté en comprenant immédiatement que si on faisait une politique écologique sans prendre en compte la dimension démocratique et sociale, qui sont encore une fois, je pense, la force justement d'avoir un programme qui allie les trois piliers de l'urgence démocratique, écologique et sociale, eh ben, c'était des politiques qui étaient vouées à l'échec. Et sur la question de je ne suis pas une spécialiste de l'écologie, donc je m'occupe maintenant des questions écologiques à l'Assemblée, ce qui est évidemment extrêmement formateur et aide. Et je pense qu'on doit énormément aux militants écologistes, aux militants associatifs qui ont une expertise citoyenne très forte, mais que justement, nous, contrairement à beaucoup de gens, ce qu'on dit, c'est que l'écologie, c'est pas un secteur à part. Quand vous avez Nicolas Hulot, donc le ministre de l'écologie, qui vous dit, en fait, il ne faut pas attendre que les planètes soient alignées pour agir, donc moi, j'essaye dans mon coin de faire avancer des choses. Sauf que c'est faux de croire que parce qu'on va faire un petit pas d'un côté dans un océan où on va complètement vers le contraire, on va améliorer les choses. La transition écologique, elle demande bien plus que ça, parce que par exemple, on va rentrer bientôt à l'Assemblée nationale sur la discussion sur la loi Asile et Immigration, qui est une horreur absolue. Mais personne ne parle jamais du fait que les prévisions disent que d'ici 2050, nous aurons 250 millions de réfugiés climatiques. C'est un impensé complet parce qu'il faut penser à court terme, parce qu'il ne faut jamais remettre en cause le système global. Et nous avons quand même un Macron qui est un pro de la communication, donc make our planet great again, à tel point que nous, quand on rencontre des assos écolos, c'est-à-dire assez régulièrement pour les textes de loi à travailler avec eux, ils nous disent « Ah, mais quand on voit des gens à l'international, ils nous disent « Mais vous avez trop de chance d'avoir Macron comme président », qui se positionne un peu comme un anti-Trump, parce que vu de l'extérieur, quand vous écoutez certains de ses discours, etc., vous avez l'impression qu'effectivement, c'est un président qui agit pour l'environnement et l'écologie de manière très forte, alors que lorsqu'on regarde aujourd'hui le bilan, alors Alexis en a déjà dressé quelques-uns, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui le bilan de ce gouvernement, c'est juste complètement désastreux. Si je reprends
les choses. Donc vous avez l'abandon de l'objectif qui avait été fixé par une loi en 2015 de baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, qui a été abandonné, mais pas abandonné en disant on n'arrivera pas en 2025 parce que François Hollande n'a rien fait. Mais nous allons faire ça pour arriver le plus vite possible à baisser ce mix énergétique. Non, il a dit j'abandonne, c'est pas possible, mais alors le plan de prévision de savoir quelle centrale va fermer, qu'est-ce qui va être fait exactement, n'a jamais été fait. Pire, Macron parle de construire des nouvelles centrales. On a des alertes absolument constantes sur la sûreté et la sécurité, mais ça, je laisserai Cézine en parler. Puis on a fait une campagne aussi dessus spécifiquement. Et je pense qu'il est important... C'était important en fait qu'on fasse une votation citoyenne sur cette question. C'était pas par hasard qu'on a choisi ce type d'action aussi. Il y avait à la fois le fait de dire nous voulons continuer à faire des campagnes de conviction en disant nous continuons à construire notre programme, à aller plus loin dans notre programme, et aussi de continuer à créer un mouvement populaire autour de campagnes instructives autour des propositions qu'on porte, donc là qui était aller vers le 100% d'énergie renouvelable, mais aussi parce que, et ça je laisserai Cézine en parler, mais parce que le nucléaire a un côté antidémocratique total. Vraiment, c'est une opacité, c'est une chape de plomb qui a été mise sur cette énergie, avec un dôme qui a été construit dès les années 70, et qui donc était aussi une manière de dire, nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent sur cette question, impliquer et dire, nous voulons avoir notre part, c'est-à-dire que l'énergie, mais tout comme l'écologie en fait, n'est pas un sujet technique qui concerne seulement certains. C'est pour ça que je dis que moi je ne suis pas une spécialiste et que c'est bien. Parce que c'est des sujets politiques qui déterminent en fait toute notre manière de vivre. Donc il a abandonné le nucléaire. Ensuite il y a l'abandon sur le glyphosate dont on a parlé, alors qu'on sait, quand on a vu notamment l'ONG Génération Future avait fait des tests d'urine sur les gens qui montraient que 100% des gens testés en avaient dans leurs urines, avec les conséquences sanitaires et environnementales aussi sur les sols que ça a. Sur les perturbateurs endocriniens, alors que tous les gouvernements avaient tenu avant, ils sont revenus sur une définition à la baisse. Alors ça, c'était le pompon. Ils ont fait une loi dont ils sont très fiers, qui est la loi sur l'interdiction de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. C'est 1% de la consommation française qui est faite en France, donc c'est quelque chose qui est quand même... qui était de l'ordre du symbolique. Mais parfois, le symbolique, ça peut être intéressant. Quand on a interdit la fracturation hydraulique, par exemple, sur les gaz de schiste, c'est des choses qui ont permis d'avoir des luttes en Argentine derrière pour dire, non, attendez, là, Total, vous venez chez nous, mais chez vous, vous autorisez pas ça. Donc, le symbolique, parfois, a des vertus qui sont intéressantes. Sauf que, déjà, ils ont bourré la loi d'exemption de partout. Enfin, ils parlent de 2040, mais finalement, ça sera au moins 2070. Et surtout, dans le même temps, ils ont permis, sans débat au Parlement, que le CETA, donc cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, soit appliqué à 90%, alors que là, pour le coup, on est sur le Canada, qui est un des plus gros producteurs de gaz de schiste au monde, avec du coup des transports incessants qui vont être faits. Donc on augmente ce que nous on appelle le déménagement du monde, qui écologiquement n'est absolument pas viable. Et donc il nous dit oui, non mais on fait cette loi, c'est magnifique, mais de l'autre côté ils appliquent ce traité sans débat au Parlement, ce qui est quand même incroyable, avec notamment des choses qui devraient arriver en septembre, qui sont les tribunaux d'arbitrage. Donc le fait qu'une transnationale puisse attaquer un État sur une décision souveraine, et un des exemples que j'aime bien donner pour montrer à quel point c'est absurde, c'est Veolia qui, suite à ce qu'on a appelé les printemps arabes, avait attaqué l'Égypte parce qu'ils avaient augmenté leur salaire minimum de, je crois, 41 à une soixantaine d'euros. Et donc c'était contraire à leur liberté d'entreprendre. Et puis, on casse du savoir-faire français aussi. Là, vous avez vu, donc il y a la privatisation des barrages dont tu as parlé, Delphine, mais il y a aussi, par exemple, le fait que l'ancien Alstom, qu'ils ont vendu à General Electric en dépeçant Alstom, sur les turbines hydrauliques donc des barrages, qui est la seule usine qui sait faire ça en Europe, va être supprimée, en tout cas est en train d'être complètement démantelée, avec 345 suppressions d'emplois, qui fait que concrètement, comme ils ont fait avec Nexis aussi, qui faisait des panneaux photovoltaïques, qui fait que concrètement, le jour où enfin on aura une décision politique de dire nous allons faire des choses pour la transition écologique, les savoir-faire qui sont là sur notre territoire depuis 100 ans, en fait,
ne seront plus là, puisque nous sommes en train de nous tirer des balles dans le pied pour enlever tout ça. Et puis, évidemment, la bataille du rail, tu en as parlé. Donc là, ils vous disent non, vous inquiétez pas, on privatise pas, on ouvre à la concurrence. C'est simple, sur le fret, l'ouverture à la concurrence, ce que ça a créé, c'est que depuis 1990, le transport ferroviaire des marchandises a baissé de 35%, et on a augmenté dans le même temps de 40% le transport des marchandises par route. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, en fait. Et ça, c'est complètement contraire à tout ce qu'on devrait faire dans nos engagements. Et puis, la dernière chose, et qui est vraiment importante, et qui fait le lien aussi avec la démocratie, c'est qu'on a un contexte où les lanceurs d'alerte, des gens qui inventent des nouvelles choses à des endroits, qui inventent ce que pourrait être une société de demain qui serait, pour le coup, écologiquement soutenable, parce que là, quand même, tous les voyants sont au rouge. Il y a des rapports qui sont publiés quasiment toutes les semaines, dont un qui montre qu'on a moins de 5% de chances de rester en deçà des 2 degrés Celsius, au-delà duquel on ne sait pas ce qui va se passer parce que les phénomènes sont cumulatifs. Et donc ces lanceurs d'alerte, tous ces gens qui inventent l'avenir, sont réprimés extrêmement durement. Donc l'exemple, il y a Notre-Dame-des-Landes bien évidemment, mais il y a aussi les gens qui luttent à Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc où on sait, donc un enfouissement qui va être fait, où on sait qu'il y a des risques d'incendie, et ça c'est déjà des agences d'État qui le disent, où il y a eu un arrosage d'argent public qui est délirant, c'est-à-dire vous êtes dans des... Ils ont choisi ce site parce qu'il y avait pas beaucoup d'habitants au mètre carré, quoi. Donc vous êtes dans des tout petits villages où vous avez des équipements flambant neufs, vous avez des candélabres. Voilà, des candélabres qui sont extrêmement beaux. Vous avez des parties de chasse qui sont organisées par l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, qui sont organisées par l'ANDRA pour les élus. Vous avez des sorties scolaires qui sont payées. Vous avez donc une répression des militants avec notamment là, un cas dont on essaie de faire un peu de bruit parce que ils se tapent procès sur procès, alors que, comme à Notre-Dame-des-Landes, ils essayent de montrer qu'il y a des projets alternatifs qui existent et qui n'ont pas été étudiés. Et dont un des procès qui s'est tenu récemment et qui va avoir des suites, c'est sur un jeune maraîcher donc, qui vit dans le coin, qui fait un projet de maraîchage et qui a été contrôlé, parce qu'il y a des contrôles d'identité absolument constants, qui a été contrôlé avec dans sa camionnette un câble électrique, 2 opinels et une pelle à tarte, la pelle à tarte étant dans le PV, et qui donc est poursuivi pour port d'armes du fait de ce contrôle. Mais vous avez plein d'histoires comme ça et qui lient du coup pour le coup des gens qui sont venus d'ailleurs pour aider sur cette lutte, mais aussi des paysans, des habitants du coin, donc qui lient tout ça pour construire justement et pour dire nos territoires ruraux ne sont pas destinés à être seulement des poubelles nucléaires. Et puis vous l'avez aussi sur Greenpeace, par exemple, Greenpeace qui veut montrer des failles de sécurité dans nos installations nucléaires et qui récemment ont écopé de mois de prison avec sursis et 2 personnes qui ont eu 2 mois de prison ferme. Alors que là aussi, ce sont des lanceurs d'alerte. Donc, on est sur un gouvernement qui continue exactement pareil, avec l'idée que donc il avait fait je vais finir rapidement, mais il avait fait un sommet sur ce qu'il appelait la finance verte, en nous disant que c'était la finance qui allait nous sauver du changement climatique, ce qui est absolument absurde quand on regarde les chiffres, notamment parce que les grandes entreprises font de l'évasion fiscale à fond. Que 90 entreprises sont responsables depuis... Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Sont à l'origine, depuis 1880, de 57% de la hausse de concentration en CO2, de la hausse de la température des mers, etc. Et que 10% des plus riches sont responsables de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez bien que plus vous produisez une société inégalitaire, plus vous allez produire une société qui écologiquement n'est pas durable, alors que tous les voyants sont au rouge. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, jamais il ne voudra avouer ça, que en fait, c'est un problème de modèle principal. Parce que oui, en fait, l'urgence écologique dans laquelle on est actuellement, il y a un côté, moi quand j'avais commencé à travailler dessus, qui peut paraître déprimant parce que quand on voit la baisse de la biodiversité, les alertes qui sont faites, etc. Et en fait, c'est aussi ça qui donne un horizon et qui explique le projet de révolution citoyenne que nous portons. C'est-à-dire de
complètement renverser la manière dont on vit, pas pour vivre moins bien, mais pour justement vivre mieux, avec du coup l'urgence démocratique qui implique de passer à la 6e République, de réfléchir les communs, comment est-ce que les usages qui sont faits, et de répartir la richesse entre nous, parce que sinon, là encore, on arrive à cette impasse anti-écologique dans laquelle on est. Donc on est sur un gouvernement qui ne veut pas prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, a une vision à court terme, et donc nous, tout notre rôle, c'est de remettre ça aussi dans un système, de dire, eh ben il faut rompre avec le modèle dans lequel on est, il faut rompre avec les traités de libre-échange, il faut rompre avec cette vision de mettre toujours l'argent au centre. Vous savez que dans notre Constitution, et là ça revient aussi sur la 6e République, dans notre Constitution, on ne peut pas interdire des choses qui sont contre l'intérêt général et l'intérêt général écologique, parce que nous avons toujours le principe qui prévaut, qui est la liberté d'entreprendre. Et donc c'est tout ça qu'on s'efforce de bouger chaque jour. On essaye de soutenir un peu partout où l'on peut, et en tout cas de relayer politiquement les luttes citoyennes qui sont faites et qui sont extrêmement importantes pour aussi imaginer le monde de demain. Merci à vous. Bonsoir, merci à vous toutes et tous d'être là, et merci beaucoup à Mathilde, Alexis et à Delphine donc de leur invitation. En fait, je voudrais notamment m'atteler sur la question nucléaire que je connais un peu mieux. Pour d'abord peut-être exprimer le fait qu'on est vraiment dans un moment charnière en fait, de rassemblement des luttes, y compris lutte antinucléaire en ce moment. C'est vraiment un moment charnière, il est extrêmement plus poussé à ce moment-là, même par rapport à, par exemple, à l'immédiat après Fukushima, en France, où les réactions, les mobilisations étaient faibles, contrairement à celles auxquelles on a assisté donc, dans des pays voisins, notamment en Allemagne, par exemple, en Italie à l'époque. Et puis, c'était d'ailleurs, il faut le dire, jusqu'à Fukushima, un peu une lutte perdue à partir notamment des années 90, sachant qu'en même temps, la lutte antinucléaire, en France comme ailleurs, a été celle qui était le moteur des luttes écologistes à leur émergence, en fait. Ça, il faut le dire d'emblée. C'est-à-dire, à la fin des années 60, dans les années 70, l'écologisme se construit en grande partie, en fait, sous forme donc d'opposition au projet, donc à l'époque très massif, de nucléarisation des pays occidentaux face à la crise pétrolière de l'époque. Et en fait, c'est vraiment les oppositions donc, citoyennes au projet nucléaire entièrement imposé partout dans le monde à l'époque, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que émergent en même temps, en tout cas se développent donc des mouvements écologistes nationaux dans quelques contextes que ce soit, et ça compte également donc, pour la France. À la fois, le nucléaire était au cœur donc, de l'écologisme, à la fois, il a été perdu de vue, notamment dans le contexte français, assez rapidement. Pourquoi? Parce que les projets nucléaires se sont concrétisés beaucoup trop vite en France, de manière beaucoup trop massive. Il était question de faire 100% d'électricité d'origine nucléaire. Aujourd'hui, on est à 75%, sachant qu'en fait, il y a eu une dizaine de centrales qui étaient mises en chantier dans les années 70 tous les ans. Et avec l'ambition à l'époque d'ailleurs de construire 170 réacteurs, aujourd'hui on en est à 58, et même pour 58 il a fallu aller très très vite, d'autant plus vite que les oppositions locales et devenues d'ailleurs aussi soutenues par un mouvement national assez rapidement, étaient tellement fortes qu'en fait c'était une des manières de pouvoir nucléariser la France que de les rendre, ce que j'appelle rendre les centrales nucléaires irréversibles, c'est-à-dire de vraiment mettre le béton et d'empêcher justement qu'il y ait des occupations, qu'il y ait des résistances, parce que évidemment vu le caractère très sensible de ce secteur, tout de suite on mettait les policiers, tous les CRS qu'on voit à l'heure actuelle de manière très massive évidemment étaient à l'œuvre à l'époque. La répression y était de manière très massive, et d'ailleurs la répression était je dirais l'outil principal de la casse du mouvement antinucléaire français, donc des années 70. Il y a eu d'autres raisons de casse,
auxquels on peut revenir, notamment la récupération socialiste de la lutte écologiste et antinucléaire, donc avec Mitterrand qui, dès son arrivée au pouvoir, quand vous, sans doute vous en rappelez pour certains d'entre vous, renonce à la plupart de ses promesses. Il y a également, évidemment, une propagande à l'époque très forte. Il faut dire que la nucléarisation de la France, comme d'ailleurs partout ailleurs à l'époque, qu'il s'agisse maintenant du Japon, on en parle beaucoup, mais c'était pareil au Japon, c'était même pareil aux États-Unis, c'est que la propagande était très forte. On n'était pas dans une, disons, pluralité d'informations ou même de production, d'expertise, de contre-expertise citoyenne telle qu'on les a aujourd'hui. Et même malgré ce contexte de très grande propagande, il y avait une résistance citoyenne, une conscience citoyenne en fait vis-à-vis des risques nucléaires, qu'il s'agisse des risques d'accident, pourtant à l'époque complètement niés. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, c'est complètement reconnu par les autorités qu'un jour, il est très probable qu'il y ait un accident nucléaire en France, en Europe. Enfin voilà, on ne cesse maintenant de le répéter. Donc on était dans un contexte très différent, mais en même temps, ces résistances étaient énormes et elles étaient cassées par très différents moyens. La répression, comme j'ai dit, la conversion par l'argent, évidemment, des communes à la cause nucléaire, la mesure très systématique de l'opinion publique, c'est-à-dire vraiment un investissement extrêmement fort de l'État, mais aussi une série d'exceptionnalismes qu'il ne faut pas oublier, notamment pour le cas français, et qui ne sont pas complètement franco-français, qui ne sont pas complètement spécifiques à la France, mais qui ont comme un caractère je dirais, poussé à l'extrême pour la France. Ou alors, je les vois peut-être comme ça. Alors, quels sont ces exceptionnalismes? D'abord, évidemment, il faut le dire, historiquement et encore aujourd'hui, il y a un exceptionnalisme politique. C'est-à-dire qu'en fait, les partis politiques en France, jusqu'à assez récemment, ont été presque tous, à part pour les années 70, pour le Parti socialiste unifié, complètement donc convertis à la cause nucléaire. C'est le cas donc des élites politiques. Ça a été le cas donc tout au long des décennies en France. Donc un exceptionnalisme politique qu'on ne retrouve pas de la même manière, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis d'ailleurs. Ils étaient beaucoup plus réticents, souvent, en tout cas pour certains partis. Encore une autre forme d'exceptionnalisme, je pense qu'il faut évoquer, concerne l'exceptionnisme économique qui perdure encore, qui a changé de forme, mais qui est là encore de manière très décisive pour que ce secteur puisse continuer à survivre, maintenant même pas à vivre, mais à survivre. Alors exceptionnisme économique parce qu'il y a eu toujours la subvention de l'État extrêmement forte, plus les dettes d'ailleurs internationales pour EDF, pour les investissements dans les années 70. Et aujourd'hui, on est dans un exceptionnisme économique aggravé dans la mesure où, en fait, on n'a plus la même abondance des caisses de l'État, comme on le sait. EDF est surendetté, Areva a fait faillite, maintenant c'est devenu Orano. Mais en même temps, il y a toujours ce soutien donc, étatique qui est incontournable y compris pour que en fait, les centrales nucléaires puissent continuer à fonctionner, puisque en fait, le coût de l'électricité, là maintenant c'est démontré, n'est pas aussi bas que ce qu'on voit dans les factures. C'est parce qu'il y a une subvention, c'est-à-dire en fait il y a aussi une partie de nos impôts qui permet de rendre ces chiffres plus, disons, présentables. Et puis ensuite, il y a, je dirais, un exceptionnisme médiatique qui est quand même assez propre à la France, qui s'est un peu contourné à partir des années 86, c'est-à-dire après l'expérience Tchernobyl, mais quand même avec Tchernobyl, on a bien vu que la France était bien derrière, sur le plan y compris de la liberté de la presse, les normes internationales. C'est-à-dire c'est quand même le pays où le secret de l'État concernant donc la gestion des conséquences d'un accident qui a eu lieu bien loin de la France était aussi bien protégé. C'est quand même, moi j'ai fait toute une analyse des médias à l'époque, des médias français. À l'époque, je ne les connaissais pas très bien. J'étais assez étonnée que pendant 10 jours, par exemple, les médias continuent à raconter ce qui se passe en Allemagne, comment l'Allemagne est touchée par Tchernobyl, tout en chaque fois remerciant presque Dieu que la France était en fait épargnée de Tchernobyl. Donc du coup, c'est vrai qu'après ça change un peu, mais enfin, c'est encore à analyser. C'est quand même très important. Ensuite, je dirais, il y a également
c'est là-dessus que je vais m'arrêter, quand même un exceptionnisme démocratique qui est pas propre à la France. En fait, le nucléaire s'est imposé dans la plupart des pays donc, où ça a pris un essor de manière quand même assez autoritaire, c'est-à-dire, comme je viens de dire, à chaque fois qu'il y a eu des projets de centrales nucléaires, il y a eu des mouvements antinucléaires naissants. Donc maintenant, avec l'Inde, on va bien. Enfin, Macron, il s'est rendu et puis il s'est quand même confronté à beaucoup d'opposition, même dans les pays aujourd'hui les plus autoritaires, il y a encore beaucoup de réactions, mais disons qu'en fait, dans le cas de la France, cette exception démocratique a quand même un caractère, je dirais, assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les lacunes, tous les défauts qu'on détecte pour les années 70, c'est-à-dire pour le moment où on commence à donc, imposer le parc nucléaire actuel, on les retrouve à peu près en fait aujourd'hui. C'est-à-dire on peut quand même considérer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, même s'il y a eu beaucoup de combats citoyens qui ont notamment permis évidemment de, par exemple, remédier à la question de la propagande des normes de l'État, à la question de la manipulation de l'information, à la question également des problèmes d'indépendance d'expertise dans le domaine, mais qu'au fond, finalement, en fait, ni dans les années 70, ni même aujourd'hui, en fait, on ne peut assister en France à même une promesse, un espoir de consultation citoyenne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. J'ai quand même passé du temps à travailler beaucoup de dispositifs, beaucoup d'efforts, de moments, de tentatives, disons, d'ouverture de ces sphères décisionnelles un peu, pour que justement une voix citoyenne puisse être intégrée, pas pour évaluer comment on va réguler les rejets, par exemple, de l'usine de La Hague. Ça se fait, c'est-à-dire pour améliorer la régulation, pour améliorer les projets, pour, disons, contribuer à la gouvernabilité du nucléaire. Il y a eu des pas, c'est-à-dire ça existe maintenant, c'est-à-dire on s'ouvre, l'État s'est ouvert, voilà, et parce qu'on a compris que la cogestion, c'est pas forcément nocif pour le nucléaire, c'est-à-dire ça permet quand même de ne pas faire péter les centrales, ça permet quand même de le maintenir, mais par contre, au-delà, c'est-à-dire une volonté, une possibilité même de délibérer de manière collective, de manière donc nationale sur le choix nucléaire, alors même qu'on sait aujourd'hui, différemment des années 70, que ce secteur n'est pas vraiment gouvernable, quels que soient les moyens qui sont mis, quelles que soient les participations, les fonds pluralistes, etc., eh bien, on n'a pas avancé d'un pas, ça on peut le dire d'emblée. Alors, je pense notamment à la votation citoyenne qui a été donc organisée par France Insoumise. J'ai été par hasard à ce jour, à un de ces jours de cette semaine, invitée à une émission, et en fait on m'avait mis face à un représentant d'une société savante donc assez promotrice de l'énergie nucléaire. Et bien en fait quand donc, le journaliste en question a ouvert le débat autour donc, de la votation citoyenne alors en cours, la personne répondait exactement comme en fait les représentants du même type répondaient dans les années 70, c'est-à-dire il dit non mais c'est une absurdité, c'est une aberration, enfin en France on n'a pas besoin de votation citoyenne. Maintenant, parlons de la transition énergétique, parlons de la transition écologique, comme si cette transition énergétique, ça c'est encore un autre débat, permettait en fait de parler du nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a eu Grenelle, maintenant transition énergétique, en fait, le nucléaire est chaque fois sanctuarisé, comme on le sait. C'est-à-dire, on ne peut même pas fermer une centrale nucléaire en France, ça c'est impossible. Et puis même, la promesse de baisser de 75 à 50% est remise en cause, et c'était d'ailleurs prévu parce que rien n'a été fait entre-temps. Mais au fond, même, je dirais plus que ça, à quoi ça a servi? Ça a servi en fait à garder le plafond de 63 gigawattheures, je crois, qui est installé et qui ne peut pas, en fait, qui peut ne pas, en tout cas, être touché, qui doit être touché, en théorie, qui doit être touché et qui doit être amené vers un niveau plus bas, mais qui peut aussi ne pas être, c'est-à-dire qui peut être gardé comme un patrimoine, voilà, national, en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est un peu l'objectif TDF. Donc, même sur ce plan-là, et donc, pour revenir à la personne donc, qui réagissait très fortement à la votation citoyenne, le journaliste donc, chargé de la mission a réagi alors en disant oui, mais est-ce que vous préfériez qu'on fasse alors plutôt une votation citoyenne sur Fukushima, enfin sur un accident nucléaire, puisque c'était aussi l'après 11 mars. En fait, ça s'est fait au même moment, comme on le sait, la votation citoyenne. Alors lui, évidemment, il n'a pas su très bien quoi dire, mais en fait, il a eu un froid parce que
ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, même au-delà d'une consultation citoyenne, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler de Fukushima? Ça, c'est un autre problème en France. C'est-à-dire, je ne vais pas être négative, je ne vais pas être pessimiste, mais quand même, de Fukushima, depuis ces dernières commémorations, on parle de manière extrêmement anecdotique. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons principales, évidemment, est que l'affaire est complètement banalisée sur place même. C'est-à-dire, au Japon, en fait, ils en sont déjà ailleurs. C'est-à-dire, Fukushima n'existe pas, il faut oublier. Tous les lieux évacués, maintenant, en fait, les gens reviennent. Enfin, en tout cas, sont invités à revenir. Et ben, s'ils ne reviennent pas, c'est leur faute. Et puis, il n'y aura plus aucune compensation. L'État japonais, en tout cas, veut vraiment complètement fermer la page. Très, très vite, d'ailleurs, c'était la stratégie japonaise. En fait, voilà, l'idée, c'est de dire, en fait, c'était comme une journée un peu malheureuse. C'est ce moment de voilà, où les cœurs des trois réacteurs sont fondus. Maintenant, on tourne la page. Et puis, d'ailleurs, c'est pas Tokyo, c'est au nord. Voilà. Et puis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, effectivement. Pourquoi? Parce qu'encore, voilà, les exceptionnismes ne finissent pas dans ce domaine, mais parce qu'en fait, tout simplement, les niveaux de protection de santé publique ont été ont été diminués. C'est-à-dire que normalement, la norme, c'est 1 millisievert, en fait, à l'échelle internationale. Hein, c'est-à-dire la norme d'exposition au rayonnement, c'est ça. Et puis au Japon, pour pouvoir prétendre à ce que ces lieux soient, après des efforts de décontamination évidemment, hein, qui sont colossaux, il y a eu beaucoup d'investissements et tout ça, l'État a dit, voilà, mais moi je ne peux pas aller plus loin dans mon effort de décontaminer, et je vais en fait hausser les normes de sécurité, c'est-à-dire maintenant c'est plus 1 millisievert, mais c'est 20 millisieverts. Normalement 20 c'est pour les travailleurs du nucléaire, et pour les travailleurs ils ont dit, non, 20 pour les travailleurs c'est quand même très peu, on va mettre 250. Vous voyez, donc du coup c'est pas non plus, voilà, il faut pas considérer que ça s'est décontaminé, que ça c'est devenu réversible, qu'en fait un lieu contaminé par un accident nucléaire puisse être nettoyé, comme le prétendent maintenant les autorités japonaises ou les médias mainstream, en tout cas, de manière un peu consensuelle. J'ai été un peu long, mais pour finir, je vais revenir à ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même à un moment charnière de convergence des luttes écologiques, dont donc les luttes antinucléaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, de manière quand même assez inattendue d'ailleurs, je dirais, la lutte à Bure, hein, qui s'est énormément durcie, et justement même, je dirais, un peu en réaction à ce ras-de-bol qu'ont maintenant les citoyens. Ce qui s'est passé, ce qui se passe à Bure, c'est-à-dire le durcissement de la lutte à Bure, et d'une part, à mon analyse en tout cas, le produit d'un ras-le-bol terrible, hein, justement face à ces simulacres démocratiques, hein, qui ont leur histoire, hein, et qui se répètent. C'est vraiment récidiviste en fait, d'une certaine manière. Et puis d'autre part, en fait, aussi qu'au bout d'un moment, il y a aussi des exceptionnismes complètement sociaux, anthropologiques, hein, dans l'affaire, dans le sens qu'en fait, voilà, ça touche de près maintenant à peu près tout le monde. C'est-à-dire maintenant, il y a des déchets là, il y a des incidents là, il y a des problèmes de sécurité. On découvre que la moitié des réacteurs français, il y a une blague immigration écologique. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'immigrés qui travaillent dans les centrales nucléaires en tant que sous-traitants. Voilà, juste pour finir avec quelques phases seulement. Je ne vais pas faire tout ce que je viens de dire, mais je ne vais pas le reprendre, mais vous avez compris. Mon message, c'est dire qu'il y a eu un ras-le-bol du côté déjà de ce qu'on appelle un peu démocratie ou participative ou technique ou nucléaire, qui n'existe quand même pas. Voilà, c'est quand même l'analyse qui parle, c'est-à-dire au vu des expériences. Mais au-delà, quand même, en fait, le seul cas de CIGEO, c'est-à-dire de ce centre de stockage des déchets radioactifs en profondeur à Bure, en fait, il y a déjà tellement d'éléments d'entrelopement, disons, des citoyens, que ça peut concentrer l'ensemble déjà des mécanismes de fonctionnement et de gouvernance ou du gouvernement du nucléaire au sens plus général en France. Juste prenons l'exemple, en fait, de quel était le nombre de cet endroit. Avant, c'était un laboratoire souterrain. Pourquoi? Parce qu'en fait,
dès la fin des années 70, l'État a tenté de trouver un site de stockage des déchets radioactifs en France. Ça, c'est un problème qui perdure partout dans le monde. D'ailleurs, il y a des exceptions seulement. On ne trouve pas de solution. Mais en tout cas, plus précisément, donc en France, il a fallu chercher des sites. Et chaque fois que donc les bureaucrates de l'État, des experts ont été à la recherche pour faire des explorations géologiques ou autres, ou simplement pour mesurer la tension du social, c'est-à-dire des sociétés, des riverains qui vivaient là-bas, et ils ont été virés, ils ont été chassés, c'est-à-dire il y a eu des réactions très très fortes dans les années 80, à tel point qu'en fait, notamment à partir de 87, si mes souvenirs sont bons, le Premier ministre de l'époque dit c'est bon, les CRS qu'on déploie sur place commencent à nous coûter trop cher, alors du coup je vais faire un moratoire. Et puis on verra, je veux dire, c'est pas pressé la gestion des déchets radioactifs, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et c'est ainsi en fait que donc arrive la loi Bataille de 91 qui en fait prétend, il faut le dire quand même, ouvrir les voies d'exploration des solutions à des déchets radioactifs en France. Voilà, il dessine 3 voies donc pour des chercheurs du CEA ou autres, voilà, à explorer: transmutation, anthroposage et stockage profond. Et en même temps, voilà, au terme de cette loi, donc arrivent quand même des tentatives quand même d'avoir un lieu où au moins les géologues puissent en fait expérimenter le stockage géologique, et donc ils appellent ça un laboratoire souterrain. Alors que les riverains, les opposants savaient pertinemment qu'il ne s'agissait pas que d'un laboratoire, ce n'était pas que pour la recherche, que si ça démarrait, ça allait nécessairement aboutir, parce qu'il faut quand même rendre compte des investissements, de tous les forages, tous les efforts qui sont faits. Donc du coup, maintenant, effectivement, on se retrouve exactement à ce qui était prédit par des opposants. Déjà, il y a cet aspect. Et d'un autre côté, les 2 autres voies dont parlait la loi n'ont jamais été véritablement exploré. Il n'y a pas eu de moyen de recherche qui était mis dans ça. Ça a été complètement mis de côté, placardé. L'ANDRA, par exemple, ça en est sorti en disant c'était pas ma mission, le CA devait le faire, et puis finalement ils n'ont pas fait et tout ça. Et donc effectivement, le ras-le-bol, c'est-à-dire où est la dimension démocratique de ça. C'est un projet imposé, mais finalement souterrain, de manière souterraine, d'une certaine manière. Et puis non seulement imposé, mais évidemment extrêmement problématique, parce que comme on le sait, une partie de ces déchets à haute activité en fait peuvent perdurer donc pendant près d'1 million d'années ou voire plus. Et en fait, très récemment, il y a eu une thèse d'histoire des sciences en fait qui a bien montré à partir d'une étude des archives de l'ANDRA que les ingénieurs de l'ANDRA eux-mêmes avaient tout à fait acté entre eux dans les cercles experts le fait que de toute façon la démonstration de sûreté d'une telle installation était absurde et impossible. C'est-à-dire qu'en fait on sait que donc c'est pas faisable. Et donc il y a tous ces aspects, mais au-delà il y a également, pour revenir à la convergence des luttes, une synergie qui s'est créée évidemment avec la multiplication des luttes autour d'autres grands projets inutiles à imposer, notamment à Notre-Dame-des-Landes. Et je pense qu'il y a quand même un parallèle vraiment très fort à faire entre ce qui s'est passé depuis le moment où le gouvernement Macron a décidé de renoncer au projet de Notre-Dame-des-Landes, et ensuite ce qui s'est passé très vite donc au Bois-le-Juc, où donc cette fois-ci les zadistes donc du Bure occupaient donc le bois qui cédait de manière très problématique donc à l'ANDRA. Et c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à un projet, c'est-à-dire le projet d'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, et puis ensuite, hop, on va évacuer d'abord les militants de Bure, les zadistes de Bure, et hop, évidemment, on retourne à l'autre, puisque l'un encourage l'autre, et donc c'est extrêmement problématique. Justement, c'est une stratégie de diviser pour régner, qui est historiquement quand même extrêmement, encore une fois, récurrente donc, dans ces affaires-là. Bon, donc du coup, il faut continuer, je pense, je vais plaider pour mon temps, mais voilà, aussi à lutter contre le nucléaire, parce que c'est un héritage très lourd pour la France, maintenant, c'est-à-dire avec le recul de 4-5 décennies, c'est-à-dire avec la répétition des accidents, avec aussi maintenant le caractère très aggravé des problèmes de sécurité en France, c'est-à-dire des coûts de plus en plus élevés de sûreté, et aussi des problèmes récents, comme vous le savez, notamment
a découvert des fissures dans les cuves des réacteurs déjà en fonctionnement, aussi donc dans la cuve de EPR en construction, qui doit faire la tête de série des nouveaux à venir, etc. Il y a des problèmes très importants. L'autorité de sûreté nucléaire se plaint sans cesse du fait de ne pas avoir les moyens nécessaires en fait, pour réguler la sûreté. Et en même temps, voilà encore un autre problème pour nous les citoyens, elle autorise tout de même la conduite, enfin la continuation de la poursuite du chantier de l'EPR. C'est-à-dire qu'on est face encore à beaucoup de contradictions, des problèmes du coup se noient, mais en fait il ne faut pas que les citoyens donc responsables de leur disons de leur avenir en fait laissent ces luttes-là. Je pense donc que à Notre-Dame-de-Lande, à Montreuil, à Gonesse, ailleurs, et puis à Bure, enfin voilà, c'est des combats qui doivent se mener de concert, et justement c'est ça qui fait, je pense, peur, et c'est leur réussite, c'est la réussite de l'un en fait, fait encore plus grincer les dents évidemment, et le nucléaire ne doit pas, voilà, ne doit pas se perdre de vue, et ne va pas se perdre de vue à mon sens donc dans ce contexte. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, parce qu'on essaye aussi toujours de faire des réunions où à la fois tout le monde peut participer, à la fois d'éducation populaire, donc et qu'il est 20h49, alors on a commencé en retard, puisqu'on a commencé à 19h45, je crois. Donc l'idée, là, c'est que nos deux derniers intervenants, ou alors, ouais, on va faire ça. Vous êtes capable de nous faire du cours? Je m'entends quand je dis du cours. Ou est-ce qu'on fait une première salve de questions, peut-être? Mais excusez-moi, monsieur, depuis tout à l'heure, vous râlez, je vous entends d'ici, c'est un peu désagréable aussi. Donc, comme vous le sentez, ou est-ce que... voilà, Oui, vous intervenez maintenant et après on prend les questions. Sur Bure, on a commencé à évoquer la proposition à la FI Montreuil de faire du covoiturage pour le 24 juin, hein, c'est ça, c'est le 16 juin, voilà. Comme on l'avait fait pour Notre-Dame-des-Landes aussi. Oui, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir invité le collectif pour le Triangle de Gonesse de parler de cette lutte qui concerne quand même, qui est très proche et qui concerne toute l'île de France. Est-ce qu'il faut préciser Europa City ce que c'est, ou est-ce que tout le monde, le Triangle de Gonesse Oui, bon, rapidement. Le Triangle de Gonesse se situe sur deux communes, Gonesse et Roissy, entre les deux aéroports du Bourget et de Roissy. Le point commun qu'on a avec Notre-Dame-des-Landes, c'est bien évidemment d'avoir été invité d'honneur l'année dernière, puisque chaque fois qu'ils faisaient le rassemblement annuel à Notre-Dame-des-Landes, ils avaient le souci d'inviter une des luttes, des grands projets inutiles imposés. Et on a été, après Bure, l'année dernière, on a été invité d'honneur à Notre-Dame-des-Landes. La particularité aussi qui nous rapproche de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'eux luttaient contre l'aéroport. Europa City et le Triangle de Gonesse, c'est ce que l'on subit une fois que l'aéroport existe. Et ceux qui on espère, éviter. Il n'y a pas que les terrains de l'aéroport qui sont concernés, mais quand il y a un aéroport, ça déborde tout autour. Et c'est ce qui se passe sur le Triangle de Gonesse, qui est hors de l'aéroport. Mais comme l'aéroport déborde, c'est la suppression des terres agricoles tout autour de l'aéroport. Le Triangle de Gonesse, entre ces deux aéroports, et qui fait une pénétrante agricole à l'intérieur de la zone urbanisée et qui se prolonge par le parc de la Courneuve. Donc il y a une pénétrante au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie. Ça a un certain sens de préserver cette pénétrante agricole. Ça fait des 20, 30, 40 ans depuis que Roissy existe. Un certain nombre d'élus sur le territoire considèrent qu'un triangle, c'est obligatoirement un triangle d'or et qu'il y a du fric à faire. Tous les projets qu'il y a eu en Île-de-France, quand il a été question du Stade de France, le Triangle Gonesse était candidat. Quand il a été question du circuit de Formule 1, le Triangle Gonesse était candidat. Quand il a été question de déplacer Roland-Garros, le Triangle Gonesse était candidat. Quand il a été question de l'exposition universelle, le Triangle Gonesse a été candidat. Bien évidemment, quand il a été question d'Europa City, que le groupe Mullier a voulu la fuite en avant dans la grande distribution, et le Triangle de Gonesse a été là. Et effectivement, on a hérité de ce projet
qu'on a appris en 2010, bien qu'eux, ils travaillaient depuis 2006. Pour la possibilité d'urbaniser a été décidée par le Conseil régional en 2008 dans le premier vote et confirmée en 2013. Et entre les deux, en 2008, pour obtenir l'urbanisation, c'était un projet de technopole qui était annoncé. Et en 2010, on a appris un projet de centre commercial. Ce qui se passe dans toutes les urbanisations de la plaine de France, personnellement j'habite sur la partie ouest de la plaine de France, c'est continuellement, on a des projets d'entrepôts de logistique et des projets de centres commerciaux. Sur la partie ouest, qui est un peu plus éloignée de Roissy, les associations de la société civile avaient réussi à mener un certain nombre de combats qui se sont prolongés avec la révision du SDRIF, et on a réussi, les espaces agricoles dont on avait empêché l'urbanisation, on a réussi à les remettre, qui étaient urbanisables, à les remettre en espace agricole dans la révision du SDRIF dès 2008, et ça a été maintenu dans le vote de 2013. Par contre, sur la partie Est, où les difficultés sociales sont un peu plus compliquées, où il y a moins d'associations présentes, eh bien, c'est les élus qui l'ont remporté et qui avaient obtenu l'urbanisation, qui ont obtenu la possibilité d'urbaniser le triangle de Gonesse. Donc, effectivement, dès qu'il y avait eu déjà un premier regroupement associatif contre le circuit de Formule 1, qui était sur le même territoire également. Donc là, c'était plus sérieux avec Europacity, et on s'est regroupé tout de suite, les associations du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Les associations départementales d'environnement du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, depuis le début, font bloc contre ce projet-là, contrairement aux élus, à part les élus régionaux, Front de gauche, Europe Écologie des Verts, qui ont été depuis le début également opposés à ce projet-là, les élus maires, les élus plus locaux et conseillers départementaux, le Val d'Oise se présente, les élus locaux qui sont contre n'osent pas dans le Val d'Oise dire qu'ils sont contre, à part le maire de Saint-Prix, il faut le dire. Et dans la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un élu qui publiquement défend le projet Europacity. Mais cette coupure, elle n'a pas de sens si on aborde le problème en tant que problème d'aménagement du territoire. Au point de vue de l'aménagement du territoire, c'est totalement une aberration. On prend prétexte qu'il y a des problèmes sociaux sur ce territoire-là, qu'il y a des problèmes de chômage, pour proposer un projet qui ne réglera strictement rien et qui ne fera que les aggraver. Les emplois qui sont promis par Europacity ne régleront pas, il n'y aura pas d'embauche, ce ne sera pas des emplois locaux, pour la bonne raison que c'est un faible nombre de métiers, c'est un centre commercial, bien qu'ils évitent, ils essayent de le masquer, c'est 500 boutiques, comparé à Haut-Paris-Nord où il y a 200 boutiques, c'est plus de boutiques que Haut-Paris-Nord et Aéroville réunis. Donc c'est des métiers qui sont déjà en tension. Quand on interroge les directeurs de ces centres commerciaux-là, qu'on leur demande où ils trouvent la main-d'œuvre aujourd'hui, ils ne la trouvent plus localement. Donc ça ne sert à rien de rajouter encore ces emplois, et on va détruire un espace qui, au niveau, quand on reparle de l'autonomie alimentaire, pourrait contribuer à améliorer l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France. Donc il peut y avoir bien d'autres projets. Le gros souci qu'ils ont sur ce territoire-là, quand même, et qu'on ne voyait pas au début, en ayant un optique de défendre les espaces agricoles, c'est aussi tout l'impact que le projet qui est présenté a sur ce territoire-là. C'est un projet Europacity et la ZAC du Triangle de Gonesse autour, Europacity c'est 80 hectares, autour, on va faire un centre d'affaires sur 300 hectares, l'ensemble sur 300 hectares. C'est un projet qui divise, on le voit, les élus du Val d'Oise, de la Seine-Saint-Denis. C'est un projet qui a un impact important sur le fonctionnement du territoire, et c'est cet impact-là qui fait que ça bloque, y compris au niveau de l'État. On vient d'avoir une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Un projet de cette dimension-là, on le présente avec les voiries à l'intérieur de la zone d'activité des 300 hectares, et on ne présente pas comment ces voiries seraient raccordées aux voiries périphériques existantes, et entre autres, l'autoroute A1, les autoroutes A1 et A3. Les études de l'autorité environnementale indiquent que le temps de trajet sur l'autoroute A1 pour aller de Roissy à Paris doublerait si on urbanise le triangle de Gonesse. L'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme du Conseil régional, qui est le bras armé, qui sont les techniciens du Conseil régional pour déterminer la politique d'aménagement, ont toujours conseillé aux élus
de ne pas urbaniser le triangle de Gonesse. Donc ce n'est pas que les associations d'environnement qui s'opposent à cette urbanisation, c'est aussi les techniciens de la région. Et personnellement, j'ai été témoin, quand il y a eu le débat public sur ce projet-là en 2016, France Nature Environnement, et j'étais dans la délégation de France Nature Environnement, a été auditionné en même temps que l'IAU par la commission d'environnement du Conseil régional. Et en 2016, les responsables de l'IAU ont encore défendu ce point de vue-là, qu'il ne faut pas, dans une bonne politique d'aménagement, urbaniser le triangle. Mais à la sortie, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'a pas réussi à convaincre les élus. Enfin, les élus, quand je parle là au niveau du Conseil régional, c'est principalement la mandature précédente, c'était le PS, et la mandature actuelle, c'est les Républicains. Bien qu'on voit très bien que sur le clivage, il n'est pas sur le Val d'Oise. Les principaux responsables, le PS et les Républicains, sont toujours à fond. Le maire de Gonesse, il est PS, à fond pour Europa City, en même temps que le conseil départemental, qui est républicain, à fond pour Europa City. Et c'est l'inverse sur la Seine-Saint-Denis. On en est où au niveau de cette lutte? Cette lutte, aujourd'hui, peut être gagnée. Enfin, je suis de ceux qui, depuis le début, pensaient que ce serait dur, mais qu'on pourrait gagner. On peut gagner parce que, ce que je viens de dire, ça perturbe les équilibres, ça perturbe le fonctionnement de tout le nord-est francilien. Donc, ça perturbe le fonctionnement de Roissy. On n'en a pas besoin. Il se présente comme un centre de loisirs concurrent à Disney. Bon, est-ce qu'il en faut un deuxième? Personne ne nous l'a dit politiquement. Le Conseil régional ne s'est jamais prononcé là-dessus s'il en faut un deuxième. Et on a, parce que toujours le triangle de Gonesse est toujours candidat à la métropole, alors que Gonesse n'est pas dans la métropole, on a mis dans Inventons la métropole, on a mis 15 hectares à côté d'Europa City, Inventons la métropole, qui a suscité un projet alternatif, le projet du groupement Karma, dans lequel on retrouve le réseau des AMAP, on retrouve le réseau des Biocoop, on retrouve la Confédération des commerçants de France qui sont des commerçants qui luttent pour le commerce de centre-ville, on retrouve un certain nombre, Terre de Liens, qui est le maître d'ouvrage de ce projet alternatif, et en face, ils n'ont rien d'autre qu'Europa City, et rien d'autre utile pour le territoire. Personnellement, depuis le début, je dis, moi, les terres agricoles, oui, j'y tiens, parce que ça fait des années que je me bagarre pour éviter de consommer des terres agricoles inutilement et dont les projets ne servent à rien. S'il y a un projet utile pour le territoire, on en discutera. Mais pour l'instant, l'aménageur, Grand Paris Aménagement, ne nous présente pas de projet utile pour le territoire. Donc, on finit par être convaincu que la meilleure des choses, c'est de le garder agricole et de développer un projet d'agriculture autre que celle qui existe. Parce qu'au niveau agricole, les agriculteurs sont déjà partis. Et ça, il faut le savoir. Ils sont partis parce que ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'ils doivent partir. Donc avec l'argent qu'ils ont récupéré, quand un PSA a été construit à Aulnay, c'est les mêmes qui cultivent sur le triangle de Gonesse. Donc ils ont pris quelques francs à l'époque, maintenant quelques euros, et leur exploitation principale est en province. Le représentant des exploitants du triangle de Gonesse aujourd'hui, avec lequel l'établissement public foncier discute, il est dans la Somme, son exploitation principale dans la Somme. Mais ce n'est pas une raison. Il y a plein de jeunes qui sont dans les écoles de formation qui seront prêts à venir cultiver sur le triangle de Gonesse, à réintroduire du maraîchage qu'il y a eu dans le temps, dont les terres sont excellentes, contrairement à ce que certains veulent dire. Il y a un projet alternatif, dont il y a des initiatives, ça se régionalise depuis le débat public en 2016, on a souhaité régionaliser. On tient des réunions à la Bourse du Travail, donc ça peut vous concerner, le 3e mercredi de chaque mois à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, pour mener la lutte au niveau régional, en lien avec le plateau de Saclay, avec les murs à pêche de Montreuil, en lien avec la plaine de Montesson, avec tous les espaces agricoles qui sont, mais également en lien avec la Fédération des terres padipères de toute la France, des luttes relatives aux centres commerciaux qui consomment des terres agricoles un peu dans toute la France. Donc on essaye de travailler et on a, pour ne pas être trop long, le 27 mai prochain, si vous n'êtes pas encore au courant, on invite, l'année dernière c'était le 21 mai, le 27 mai, un rassemblement sur le triangle de Gonesse pour montrer l'opposition de toute l'Île-de-France
à ce projet-là. L'année dernière, il y avait une importante délégation de Notre-Dame-des-Landes également. Je pense que cette année, on en aura également des délégations d'autres grands projets inutiles autour de ce projet Europacity et de ZAC de Triangle de Gonesse. Et il y a on incite aussi qu'il y ait des comités terre de Gonesse qui se constituent. Il y en a un qui est en train de se constituer sur Montreuil et qui organise une projection et un débat le 4 juin, également à Montreuil. Le 4 mai, excusez-moi. Merci. Je vois qu'il y en a qui sont au courant, c'est très bien. Donc, voilà, bon, j'arrête là, on verra s'il y a éventuellement des questions. Merci beaucoup. Delphine, est-ce que tu accepterais qu'on prenne une première vague de questions pour, voilà. Et puis ensuite, donc, je propose que Delphine, que Pascal ou j'ai vu Bernard interviennent également dans le débat. Je sais qu'il y a aussi des copains de la SNEM qui sont là. Voilà, mais s'il y a des questions, voilà, pour pas, même si des fois ça fait du bien de voir qu'il y a des luttes un peu partout et qu'il y a des convergences qui se créent et qui se montent aussi dans ce genre de réunion. Donc en fait, vous aimez écouter les intervenants. Ah, non, vas-y. Question ou petit, voilà, petit. Plus fort. Lève-toi. Viens. Alors, j'ai un problème de fil, en fait. Non, tu peux tirer. Je peux tirer, il y a 10 mètres. Pardon. Oui, bonsoir tout le monde. Non, je voulais juste... Il y a sûrement plein de gens qui ont vu ce film aussi que j'ai vu hier, qui s'appelle Nul homme n'est une île, qui est un projet magnifique, effectivement, qui raconte les initiatives locales, comme ça, de redonner de l'utopie, que ce soit dans l'architecture, dans la production agricole, et qui reprennent vraiment là, toutes les thématiques qui ont été abordées tout à l'heure. Et du coup... il y a aussi un groupe de citoyens, d'ailleurs dans le film, ils sont basés en Autriche, je crois, qui ont fondé ce qu'ils appellent un bureau des affaires du futur. Et j'ai trouvé cette formule absolument géniale. Alors je me dis, est-ce que dans une 6ème République, il pourrait y avoir un bureau des affaires du futur, un ministre des affaires du futur? Et puis surtout, une question à monsieur le député aussi en particulier, c'est vrai que, on le voit bien ce soir, c'est que les questions écologiques sont vachement liées à des questions de lobbying industriel, quoi. Que ce soit les grands groupes, voilà, le nucléaire, la construction, Vinci, Bouygues, les voitures, le fret, l'eau, voilà. Donc, voilà, enfin, moi je suis impliqué dans les murs à pêche aussi, tout joue à tout ça, comment ça fonctionne depuis des années à Montreuil. Le local c'est super, en même temps, comment on peut concrètement, aujourd'hui, essayer de s'imposer des nouveaux objectifs avec ces industriels qui doivent faire leur part du boulot aussi, quoi. Enfin, ça me paraît essentiel, quoi. Voilà, c'est ma question. Merci. Oui, c'est bien d'alterner un homme et une femme aussi. Bonjour, oui, ce serait une question pour Mathilde Panot. Je pense que ce serait bien de lancer un centre d'études de prévention des inégalités environnementales. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun outil épidémiologique ou statistique qui permettent de prendre en compte les différentes inégalités environnementales. Et notamment parmi ces inégalités, il y a la pollution de l'air qui est le gros problème de ces inégalités. Il y a différentes études qui sortent là-dessus sur les conséquences de la pollution de l'air. Donc évidemment sur les cancers, il y a une étude qui est parue aux Pays-Bas montrant que la pollution de l'air, et notamment les particules fines, avait de très lourdes conséquences sur le développement embryonnaire. Une étude qui a été faite sur des sur des enfants, qui a été exposée à l'époque de la grossesse aux particules fines. Et cette étude aux Pays-Bas a prouvé qu'effectivement, les enfants qui avaient été le plus touchés par ces particules fines avaient un développement cérébral de moins bonne qualité, avec des conséquences cognitives entre 6 et 10 ans qui étaient mesurables. On sait aujourd'hui que les enfants qui vivent près du périphérique, près des... alors chez nous, c'est Lannou, vers Bagnolet-Montreuil, sont vraiment beaucoup plus exposés, avec des conséquences très lourdes, et en fait qu'on ne connaît pas et qu'on ne mesure pas. Et ce serait peut-être bien de promouvoir ce type de centre, parce qu'on n'a pas de mesure, en fait, on ne sait pas. Voilà. Je te connais, donc je compte sur toi pour faire court. Philippe ? Bien. Oui, vous avez rappelé en effet que l'un des gros problèmes dans les années qui viennent, ce seront les migrations
climatique. Il y a aussi un autre phénomène des conséquences géopolitiques sur le réchauffement de la planète, l'accès désormais à des terres qui regorgent de richesses, la Sibérie, les pôles. Et pour vous donner une idée, un territoire dont on parle peu, qui appartient au Danemark, mais enfin le Danemark aura du mal à le défendre, c'est le Groenland. Pour vous donner une petite idée, fin février, la température à l'extrême nord du Groenland était de 6 degrés, 35 degrés de plus que la normale saisonnière. Donc ce sont des enjeux géopolitiques et comme on ne fait pas de politique hors des réalités, il faut tenir compte de ces enjeux. Deuxième chose, je me suis rendu compte dans le cas des exposés, et ce n'est pas le seul, qu'il y a un problème de connaissance. Il y a eu, il y a une semaine ou deux, un vote sur la question du nucléaire. Moi, je n'ai pas voté pour une simple raison, je ne suis pas capable de voter. Je ne suis pas capable de voter avec la meilleure volonté. Je trouve que la chance quand même de France Insoumise, notamment sur la circonscription, c'est qu'on a suffisamment de personnes qui peuvent un jour nous expliquer c'est quoi le nucléaire. Ouais, je suis prêt ici à demander, voilà, on fait une interro, c'est quoi exactement le nucléaire? Ben, je suis sûr qu'il y a énormément de gens, oui, on a lu ceci, on a écouté cela, on aimerait quand même avoir une information, et puis il n'y a pas seulement que ça, il y a les problèmes des OGM, il y a toutes ces questions-là. Troisième point, dans l'environnement, il y a la question du vivant, et il y a la question notamment de la flore, mais il y a aussi la question de la faune et du monde animal. Cher Alexis, je t'en parlerai sur une affaire que tu as dû avoir avec l'association Chat des rues pour une histoire de déchetterie. On aura l'occasion d'en reparler. La question animale, c'est pas du tout les chachas et les chachiens à son pépère et à sa mère. C'est pas tout ça. C'est le problème. Tout ça. D'ailleurs, je ne parle pas de protection animale. Je parle de conditions animales. Quand vous voyez ce qui se passe dans les abattoirs, quand vous voyez un certain nombre de choses, ce n'est plus acceptable dans une société comme la nôtre que ces choses existent. Il y aura d'ailleurs un débat sur la question animale, normalement au mois de juin, organisé par les groupes d'appui sur Montreuil. C'est quelque chose que je souhaiterais quand même que l'on mette à l'ordre du jour. J'avais, à l'époque où M. Chevènement avait été candidat, j'avais été responsable de la question au moment de la campagne présidentielle. Il est vrai que ça pose des problèmes de clivage politique, à l'intérieur même des clivages politiques. Je ne serais pas méchant en disant que peut-être il ne souhaitait pas aborder certains sujets. J'ai arrêté. Mais ça, c'est autre chose. Merci. Oui. J'ai vu... Oui. Bon, alors nous, concernant la SNEM, on nous oppose le problème de l'emploi à tout prix, même au prix d'un environnement dégradé. Voilà, donc j'ai une question toute simple. Comment on peut résoudre ce genre de problème? Parce qu'effectivement, nous, on a le cas d'une usine qui est en activité. Effectivement, si l'usine ferme, c'est des emplois qui seront supprimés. Et en même temps, ils travaillent ils payent un prix très très fort pour leur emploi. Et puis nous, on paye aussi un prix très fort pour sauvegarder leur emploi. Et ça, c'est une véritable question, parce que il y a des enjeux économiques. Il y a aussi le militaire avec les secrets. Par exemple, nous, on a affaire à Safran et puis Airbus. Donc on est dans le cadre de secrets militaires. Donc nous, on est face quand même à des choses un petit peu lourdes. Et on se sent un peu seul. Et on n'a pas de réponse politique vraiment claire et nette. Voilà. Une dernière. Je fais aussi partie du collectif de la SNEM. Et c'est vrai que la question de l'emploi, c'est une chose qui nous a toujours été opposée, de ces 13 salariés qui allaient perdre leur emploi alors qu'on soupçonnait qu'ils travaillaient dans des conditions assez dégradées et dangereuses pour eux. On l'a soupçonné au début, on en a la confirmation maintenant dans les dossiers, c'est sûr. Ils n'avaient pas de masque adéquat, les bacs n'étaient pas captés ni filtrés, et puis nous, à terme, c'est-à-dire quand ça sortait, c'était pour nous.
Et c'est toujours pour nous parce qu'elle est toujours en activité. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait nous? Comment portons? On peut porter notre action politique, pas notre action citoyenne de dénoncer ça, et en sachant qu'on va peut-être mettre 13 personnes en difficulté. Quel soutien peut-on avoir de formations, de syndicats, qui aussi associent la question de l'environnement, de la santé et du travail? Parce que c'est là l'enjeu. On est dans une fabrique de l'impuissance. Du moment où, quand on demande des informations, on nous oppose un non, on épuise les délais légaux, et surtout, c'est qu'on disqualifie constamment notre parole. Et c'est vrai on lutte depuis 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois, mais moi j'habite juste à côté, ça fait 10 ans que je signale à la préfecture des dysfonctionnements. Je les signale, je fais ma veille. Je n'ai pas soupçonné à un moment donné qu'on avait un patron voyou. Je n'ai absolument pas été, depuis 10 ans, à vouloir absolument fermer cette usine, sauf que maintenant c'est un danger. Et c'est reconnu comme tel, parce qu'on a lu les dossiers, qu'on nous a refusés depuis 10 ans. Donc la question aussi de mettre l'information, qui doit être un droit, et c'est un droit, il y a des lois, il faut les faire respecter. Il y a des tolérances qui sont inadmissibles en Seine-Saint-Denis, et quand vous parlez d'un patrimoine qu'on va récupérer sur le nucléaire, là, on vit aussi un patrimoine, un historique chimique de nos usines en Seine-Saint-Denis. Parce qu'on vous parle de la SNEM, mais il y a au moins 5 sites qui sont extrêmement pollués et qui sont sous un coup simplement de mise en demeure où la préfecture dit vous allez faire vous allez calfeutrer ça, vous allez faire attention, vous allez enlever les restes d'acide, mais il ne s'en occupe absolument pas et ça continue à polluer. À Ouipélec, je suis désolée, mais des gens meurent. C'est pas une légende. Voilà, alors je vous ai fait part de ce qu'on vit. Et aussi, une information, le 21 avril, on fait un concert de soutien, parce qu'on a vraiment besoin de soutien, à la Parole errante, à partir de 14h jusqu'à minuit, le 21 avril. Merci. Et pour ceux qui sont déjà sur les listes mail, ou ceux qui veulent laisser les mails, il y a aussi la cagnotte Litchi par rapport au copain qui s'est fait condamner, le pot commun, ou voilà. Mais je peux l'envoyer aussi, on peut le relayer. On le relayera par Facebook sur la page. Et, oui, vous l'avez, mais je vais le relayer encore plus largement. Parce que, effectivement, l'intérêt, c'est que ça concerne la France entière et même au-delà des frontières. Enfin, nous, on a cette usine-là, mais plein de gens ont des usines aussi. Et c'est pas que nous. Et donc, plus ça va se savoir, plus les gens vont se mobiliser. Il y a le site Gazier-Lac aussi qui est dans une situation épidémiologique terrifiante et reconnue depuis 2012. Les dossiers ne sont pas remontés. Il y a quand même une omerta sur ces sujets-là qui est orchestrée. Je ne peux pas imaginer que ça ne soit pas. Je vais apporter quelques éléments d'écho, ou pas forcément de réponse, mais d'écho aux interventions qui ont été faites. La première, c'est sur les inégalités liées, effectivement, parce que c'est effectivement les plus pauvres qui sont toujours les plus exposés, notamment à la pollution. Et c'est vrai qu'on a quelques données, mais pas énormément, juste parce que c'est intéressant. Il y a un rapport de l'OMS qui dit qu'il y a 12,6 millions de morts qui sont dues à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. On sait que 70% à 90% des cancers seraient liés à la dégradation de l'environnement. Et avec notamment, par exemple, une étude, c'est vrai que ça serait intéressant pour ça, une étude qui a été faite aux États-Unis, qui est très impressionnante, qui a été publiée en novembre 2017, qui montre qu'un noir américain, donc où généralement ça se croise aussi avec le milieu social et l'endroit où on vit, respire en moyenne un air 38% plus pollué qu'un blanc
et a 75% de chances en plus de résider dans une zone longeant une zone industrielle. Et nous, à Ivry, on a une grosse bataille sur justement un projet inutile et imposé qui est la construction d'un nouvel incinérateur qui pose les questions justement de pollution dont vous parliez. Donc ça serait effectivement intéressant de voir. Et j'avais lu une étude il n'y a pas longtemps qui montrait que dans une ville où il y avait une population d'immigration, il y avait plus de chances d'avoir des trucs industriels du type un incinérateur. Donc c'est vrai que c'est lié, que d'avoir des données très précises, ça aiderait aussi à dénoncer tout ça. Sur la connaissance, incapable de voter parce que je ne sais pas exactement ce que c'est le nucléaire. Et bien justement, moi je ne suis pas du tout d'accord, pas parce qu'il ne faut pas se renseigner, au contraire, et je pense que ce qu'on a fait à la fois avec les auditions, à la fois en essayant de faire un vrai travail d'éducation populaire sur cette question est extrêmement important, ça on est d'accord. Mais par contre, je ne suis pas d'accord parce que le nucléaire, et c'est le bon exemple, c'est expertisé. Quand vous parlez du nucléaire, vous avez des tonnes de lobbies qui viennent vous expliquer que non, vous n'avez rien compris parce que machin, etc. Et de toute façon, c'est en général sur la politique qu'on fait ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de politique si vous n'avez pas fait une thèse d'économie, si vous n'avez pas fait un master de machin, de bidule et de trucs. Et je pense que, moi je dis souvent ça en réunion publique parce que je pense que c'est aussi un bon moyen de comprendre ça, c'est que s'il y a quelque chose qu'on défend dans notre courant d'idées politiques et à la France insoumise, c'est justement le fait que tout le monde est légitime à parler en politique. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale avec une aide-soignante, avec quelqu'un qui était au RSA activité, avec quelqu'un qui travaillait dans un call center, on nous a regardé avec énormément de mépris. Et je pense que ce qu'on a réussi à prouver, c'est que, eh ben non, tout le monde pouvait à un moment représenter des gens, représenter des idées, et que justement il faut sortir la politique de l'expertise parce que sinon on va rester dans un... Par exemple, sur le débat du nucléaire, il y a l'école de formation, Philippe, il va y avoir des... Ah mais il y en a eu plusieurs, c'est moi qui étais en charge de la campagne nucléaire, il y en a eu plusieurs des débats, hein. Vraiment, je vous assure. Je vous donnerai les liens, il n'y a pas de souci. Sur la question animale, effectivement c'est super intéressant, je ne l'ai pas dit, mais il y a un rapport qui a souligné que les 20 plus grandes entreprises de viande et de produits laitiers ont émis en 2016 plus de gaz à effet de serre que toute l'Allemagne. Donc si on prend juste les 20 plus grandes entreprises, on est sur le 7e émetteur si c'était un pays au monde, donc on est sur quelque chose d'absolument énorme en termes de pollution. Sur la question des emplois, c'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps en fait. Les emplois. Mais la question, c'est les emplois à quel prix, en fait? Parce qu'en fait, nous, on est dans un moment où on culpabilise des chômeurs en leur disant c'est de votre faute, vous n'avez pas assez travaillé à l'école, vous n'avez pas nanana. Sauf que la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un emploi non pourvu pour 285 chômeurs. Donc en fait, concrètement, vous n'avez pas assez d'emplois par rapport au nombre de gens. Et c'est pour ça que nous, notre solution à ça, c'est de dire que la planification écologique et l'écologie en général, c'est pas seulement relié au social avec ce qu'on a vu sur c'est eux qui en souffrent le plus, c'est eux qui payent le plus, etc. Mais en fait, c'est aussi la réponse à l'urgence sociale aujourd'hui. Rien que sur la transition énergétique, l'ADEME, donc qui est agence d'État, estime qu'on est sur une création de 900 000 emplois. Donc c'est aussi la réponse à ça. Et on parlait tout à l'heure d'une sociologue, Annie Thébault-Moni, dont je regardais un article tout à l'heure, qui dit il faut arrêter de donner des permis de tuer à l'entreprise. Parce que l'entreprise ferait tourner l'économie. Elle dit, sur l'amiante, on savait depuis 1930 que l'amiante a tué des gens. Et pourtant, on a continué alors que c'était évitable, on a continué parce que c'était eux qui faisaient tourner l'économie, parce que ça faisait de l'emploi, parce que machin, etc. Et donc, à un moment... le fait de rompre ce modèle-là, de dire pas à n'importe quel prix, et sur le nucléaire, c'est super intéressant. Moi, j'ai été soutenir des travailleurs sous-traitants du nucléaire qui ont un suivi, notamment médical, catastrophique. Pour vous dire, ils ont le même emploi que des gens qui ont le statut, ils travaillent dans les mêmes conditions, mais les gens qui ont le statut, ils ont une visite médicale tous les 6 mois avec contrôle d'urine et de sel pour savoir s'ils sont contaminés, en fait. Et eux, ils ont une visite médicale tous les 2 ans, sans contrôle d'urine et de sel. Donc, c'est arrivé que des collègues à eux soient contaminés positifs, et eux, ils ne savent pas quoi. Et donc, on continue comme ça, en mettant toujours un emploi de plus en plus de mauvaise qualité, en disant « Ah non, mais l'emploi, hein, ne rêvez pas d'une société autre et meilleure qui pourrait... Parce que dans notre société, on aurait largement de quoi, si on faisait cette transition écologique, recréer des emplois qui seraient des emplois, pour le coup, qui respecteraient la dignité des gens. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer tout ça, et qui était la question du début sur l'utopie et sur comment on sort de ça
planification écologique, ça veut dire que l'État doit prendre sa part avec le fait de rendre beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire par exemple sur la question de l'énergie d'avoir des coopératives locales de production par exemple, qui permettraient que on s'approprie des moyens de production citoyens, c'est sans avoir des barbelés partout. Vous n'avez pas vu des barbelés devant des éoliennes par exemple, ça n'existe pas. Nous, on dit protectionnisme solidaire aussi, c'est-à-dire qu'on arrête avec le grand déménagement du monde. Si on importe des marchandises, alors si elles ont été produites dans des conditions écologiquement non soutenables, et de toute façon, si on les fait venir de loin, eh ben, on les taxe. On interdit les marchandises qui ont été produites par des enfants. On taxe les produits qui ont été faits qui ont été faits dans des conditions sociales déplorables, qui est une manière aussi de relocaliser notre économie et d'arrêter cette absurdité dans laquelle nous sommes. Et puis après, il y a plein de discussions autour de comment est-ce qu'on rend les entreprises responsables de ce qu'elles font. Est-ce qu'il faut créer quelque chose qui serait qu'on appellerait écocide, qui permettrait de poursuivre les entreprises pour un crime contre l'environnement. Il faut changer la Constitution, ça on en parlait aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à construire. Ouais, on remercie, la réunion est déjà longue. Moi, vraiment, sur ce que vient de dire Mathilde, j'invite chacun à réfléchir sur ce qu'elle dit, la force que ça a, les problèmes d'ailleurs que ça peut poser pour certains d'entre nous. Mais cette question d'un souverainisme solidaire, d'un protectionnisme solidaire, et donc la question du souverainisme est un débat important, parce que peut-être pour certains, c'est parfois vu comme un gros mot, mais la question c'est où est le contrôle du citoyen sur les décisions qui sont prises. Et même si tous, j'imagine que dans cette salle, on est attaché à un internationalisme, mais est-ce qu'aujourd'hui, repousser sans cesse à un niveau supranational sur lequel nous avons du mal à avoir un contrôle, doit nous empêcher localement de dire nous n'acceptons plus que des produits écologiquement dégueulasses, socialement fabriqués dans des conditions insupportables, pénètrent sur le marché national parce que ça tire vers le bas les salaires et parce que écologiquement c'est absurde. Donc j'invite chacun à réfléchir là-dessus parce que c'est aussi le débat qui viendra. Je sais que dans la salle et moi-même, au point de départ, on se dit c'est des mots qui peuvent peut-être résonner dans la tête de certains, encore que je trouve que les idées progressent, mais c'est important, y compris pour qu'il y ait une valeur exemplaire, en disant que si nous venions à gouverner ce pays, sans attendre, nous prendrions des décisions qui pourraient servir d'exemple après à d'autres pays. Et c'est-à-dire que si on le fait, et ça pose la question, voilà, s'il n'y a pas une action au niveau local, il va de soi qu'on a du mal à porter des débats nationaux. Une fois que je dis ça, c'est une manière déjà de répondre à une question qui a été posée, vraiment en ayant la conviction, à savoir qu'est-ce qu'on fait face à ces multinationales, que moi je crois que l'écologie est le nouveau paradigme politique qui exprime d'une autre façon ce qu'était l'intérêt général, qui est fondamentalement contradictoire avec le fait qu'aujourd'hui de grands groupes privés possèdent, y compris des questions qui devraient échapper selon moi au fait que ce soit possédé de manière privée. Ça pose une question de fond, celui de notre souveraineté là encore, du fait qu'il y a des biens communs, et qu'il ne faut pas hésiter à le dire, non pas que nous soyons pour collectiviser l'ensemble des choses de production, mais poser le débat de certaines choses qui peuvent échapper à des logiques marchandes et que ça ferait progresser une certaine conception d'un humanisme exigeant qui va plus loin. Ça, c'est un aspect. Et donc affronter ces grands groupes. Alors après, pour le décliner concrètement, c'est déjà une manière, ça a été dit, c'est-à-dire considérer que localement, dans le pays que nous amènerions, que nous administrerions, eh bien, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Mathilde pointait le débat, pourquoi pas, enfin, vous le savez, pour ceux qui ont suivi la campagne présidentielle d'une 6e République, qui constitutionnellement, c'est symbolique, mais ça aurait valeur suprême de droit de dire, voilà, la règle verte, c'est-à-dire que nous n'acceptons pas que des compagnies nationales, à la fois sur notre territoire national, mais des compagnies françaises, épuise plus la planète que ce qu'elle peut elle-même se reproduire. Ce serait anticonstitutionnel en quelque sorte. Ce serait fort, ça pourrait lancer un signal. Et puis voilà, une fois que j'ai dit ça, pour revenir à la question de la SNEM, c'est aussi le fond du problème. La SNEM, c'est un débat sur lequel des avancées, selon moi, ont eu lieu quand même. Les pouvoirs publics, beaucoup d'organismes les ont interpellés. Nous, on a fait différents courriers. Il y a eu une exigence, etc. Des contrôles médicaux pour les salariés. Mais c'est quoi le fond du problème pour ceux qui le connaissent peut-être moins bien que nos amis, c'est que au niveau européen, il y a une directive REACH, R-E-A-C-H, qui est adoptée, qui dit qu'on ne peut pas utiliser du Chrome 6, mais les mêmes groupes privés qui utilisent le Chrome 6 obtiennent une dérogation en versant en quelque sorte une indemnité pour utiliser encore un produit qui est lui-même défini au niveau européen comme étant dangereux. C'est là l'absurdité. C'est-à-dire que c'est le droit, si tu as du fric, tu peux polluer. Bon, ok, on proclame le fait que c'est pas bien le Chrome 6, il faudrait arrêter, mais les mêmes groupes qui l'utilisent, disant bah, pour l'instant le procédé n'existe pas de substitution, on sait rien, payent pour... Alors voilà, ça pose un problème de fond.
C'est-à-dire que bon, on voit bien comment c'est la sphère, le riche a le moyen de polluer et d'imposer à l'autre le fait que la pollution continue, même si il y a un lieu formel de proclamation. La directive REACH, elle est très bien, mais à partir du moment où il y a ce principe de dérogation qui existe, c'est un couteau sans lame. Et je crois que c'est ça la bataille à mener. Après, il y a d'autres problèmes, qui est un problème extrêmement lourd, sur lequel j'avoue qu'il y a un problème de fond, c'est la question de la Seine-Saint-Denis, et si on parle honnêtement, les sols pollués, qui est un problème de fond, hein, parce que moi, de ce que j'ai compris, y compris ce que dit la préfecture, c'est sans aucun doute que les sols de la SNEM sont pollués, mais en vérité, c'est même pas sûr que ce soit directement l'activité SNEM qui les pollue, c'était peut-être pollué avant. En vérité, beaucoup d'autres terrains en Seine-Saint-Denis sont pollués par des activités industrielles passées, et là, il faudrait réfléchir de quelle manière on prend à la gorge toute une série de grands groupes industriels qui ont pollué, et qui, aujourd'hui, pour les faire dépolluer, parce que la puissance publique, sans doute, se ruinerait là. Non, mais c'est un vrai problème, en vérité, hein, des expertises qui sont faites dans tous les sols, en raison de quoi? Bon, ça, vous le savez aussi, que beaucoup d'activités industrielles ont été menées dans ce département, alors que de l'autre côté de Paris, évidemment, c'était plus l'air pur qui était privilégié pour ces belles personnes. Les riches savent aussi privatiser en quelque sorte le droit de vivre tranquillement, pendant que les ouvriers, eux, ont le droit de se polluer et de se taire. Voilà, je donne la parole. Avec des bémols sur l'autre côté de Paris, oui, sans doute. Carrière sous Poissy, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de vaste décharge sauvage, mais de plusieurs hectares. Hein. C'est pas, ça fait une sorte d'océan de déchets avec des gens qui viennent décharger des produits toxiques, évidemment, de l'amiante, et ça, c'est de l'autre côté de Paris. Mais ça, c'est plus actuel, c'était avant le coup du vent, tu sais. Justement, pour finir, deux biens communs, à la fois voilà, la question de l'eau, et puis un bien commun qui n'est pas seulement un bien commun montreuillois, mais qui est un bien commun national, la question des murs à pêche. Je vais faire très vite. La coordination Eau-Île-de-France, c'est un réseau, c'est une association, mais c'est un réseau d'élus, de citoyens, d'associations qui défend que l'eau est un bien commun. Et étant un bien commun, elle ne doit pas être appropriée par une minorité, elle ne doit pas faire l'objet de profit et elle doit être gérée par tout le monde. Voilà. Et c'est un combat qui se mène au niveau régional. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que les mobilisations citoyennes peuvent payer. Parce que ce combat pour l'eau publique, sur le territoire d'Est Ensemble, il n'est pas encore gagné, mais quand même, ils ont vacillé en face. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Montreuil, et comme toutes les villes d'Est Ensemble, étaient adhérentes au CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est présidé depuis 1983 par ce cher André Santini. Et la gestion de l'eau est donc déléguée, c'est une délégation de service public à la multinationale Veolia. L'eau, elle est payée par des factures, c'est pas les impôts, c'est nous tous qui payons, même quand on ne reçoit pas de facture, parce que moi par exemple, je ne reçois pas de facture. Je suis locataire, je ne sais pas combien je paye d'eau. Mais en tout cas, on paye tout ce qui concerne le service de l'eau est payé par la facture. Et à Paris, qui est passé en 2008 en régie publique, l'eau coûte 25% moins cher. Donc au-delà de l'aspect écologique qui est évident, bien sûr, il y a aussi un aspect de bon sens, c'est que quand l'eau est en régie publique, elle coûte moins cher, on peut en contrôler la qualité, voilà. Donc c'était ce que tu disais, Alexis, c'est comment on fait face aux multinationales. Eh ben, si on est nombreux, si on est nombreux et qu'il y a une chaîne qui se crée aussi avec les élus, parce que ce combat, il a vachement avancé là récemment entre octobre et décembre. Je fais court, mais la loi NOTRe a transformé les communautés d'agglo en territoires et a transféré la compétence eau au territoire. Donc là, il y a eu une fenêtre juridique où les territoires devaient se prononcer avant le 31 décembre sur la manière dont ils allaient gérer l'eau. Et donc la coordination via ces collectifs, parce qu'il y a des collectifs au public qui rassemblent plein de citoyens complètement transpartisans, a fait des campagnes d'information pour demander, et des élus dans des villes, des élus ont déposé des vœux
auprès des maires pour dire « nous, on veut que nos villes ne réadhèrent plus au CEDIF, on veut passer en régie publique ». Et donc tout ça s'est enchaîné entre juin. Moi je sais que c'est les élus de Montreuil, parce que moi je suis élue d'opposition face au président d'Est Ensemble dans ma commune. Et c'est les élus de Montreuil qui ont envoyé des mails en disant déposez des vœux, il y a une fenêtre, parce que quand on est un petit élu d'opposition, on n'a pas beaucoup accès à l'information, et puis c'est pas notre métier, et puis on bosse à côté, et donc on fait un peu ce qu'on peut. Donc c'est bien que les infos circulent comme ça. Donc on s'est tous mis à déposer des vœux. Et mobilisation citoyenne, médiatique, vœux déposés un peu partout. Gérard Côme, président d'Est Ensemble, mais aussi en Val-de-Marne, donc Grand Orly, le T12, Grand Orly, Seine-Bièvre et Plaine Commune, ont posé un acte qui était de ne pas réadhérer au CEDIF et d'accepter de travailler à de possibles régies publiques sur ces territoires. Voilà. Alors, attention, c'est pas gagné. On a rencontré récemment les services d'Est Ensemble pour travailler ensemble. C'est pas gagné parce qu'il faut quand même savoir que le président d'Est Ensemble, qui là a accepté de faire un pas vers les régies publiques, n'a jamais voté le vœu pour sa ville. Voilà. Donc il y a des intérêts électoraux, ils se cherchent une crédibilité à gauche, ils se disent ça, pourquoi pas, mais en fait je pense pas qu'il en ait si envie que ça. Donc il faut pas lâcher, mais en tout cas voilà, c'est l'exemple d'une mobilisation qui fonctionne et qui rassemble tout le monde et qui est une mobilisation de bon sens finalement. Les gens, quand on leur parle dans la rue, parce que nous auprès ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des tracts qui expliquent un petit peu tout ça de manière très simple, et on est tout le temps sur le marché et voilà, et les gens, ça les intéresse cette histoire de dire ah oui, je peux payer moins cher, et ça les intéresse quand on leur dit que sur notre facture d'eau il y a les bénéfices de la holding, on paye les directeurs commerciaux, les directeurs financiers, qu'il n'y a pas dans une régie publique. Et les actionnaires, on paye les actionnaires. En régie publique, le personnel qui y travaille, il est affecté à la bonne marge du service, c'est tout. Donc c'est du bon sens. Et il y a des villes de droite qui sont passées en régie publique. Il y a Nice, Saint-Malo. Voilà, donc ça vaut le coup, tout n'est pas perdu quand on est nombreux. Et vraiment garder son cap, effectivement, un système de valeurs, du bon sens. Ils vont toujours nous rétorquer que mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais si. Voilà, merci. Alors, je rappelle que le maire de Montreuil s'est engagé à une votation citoyenne. Donc, nous allons lui rappeler régulièrement, et sinon, nous l'organiserons nous-mêmes. Voilà. Oui, donc concernant les murs à pêche, d'abord, je voudrais dire qu'il y a des similitudes avec souvent des luttes associatives sur l'emploi, l'argument qu'on nous jette à la figure très souvent, ou sur le fait d'essayer de disqualifier les associations qui portent des projets ou des mensonges honteux qui sont faits de façon publique. Donc ce genre de problèmes, on les rencontre très régulièrement dans les différentes luttes associatives qui peuvent être menées. Alors par rapport à Europa City, on a dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire que lorsqu'on construit sur la terre agricole, c'est foutu, elle est perdue à tout jamais. À Europa City, c'est une terre agricole d'une très grande richesse. Et nous, à Montreuil, donc il nous reste ce patrimoine incroyable. Les murs à pêche, c'est un patrimoine incroyable fait par les habitants. Du 17e ou 19e siècle, on a construit 500 km de murs avec de la terre, avec du silex, en faisant cuire le gîte pour le transformer en plâtre. C'est quelque chose qui a été fait par les habitants de Montreuil. 80% de la population montreuilloise du 17e ou 19e siècle avait cette activité-là. On a ce patrimoine très singulier, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est une réserve foncière. Alors, jusqu'à présent, on faisait des équipements publics, et là, on descend de niveau. C'est-à-dire qu'on ne sait plus des équipements publics qu'on va faire sur de la terre agricole, où il y a des murs patrimoniaux qui étaient classés précédemment au plan local d'urbanisme en tant que réserve d'espace vert. Maintenant, on va faire du logement. On va faire du logement pour que Bouygues, c'est formidable, pour que Bouygues puisse financer son opération de restauration de l'EIF. Alors qu'on restaure l'EIF, on est tout à fait d'accord, mais qu'on confie le site classé, parce qu'on le confie non seulement à Bouygues, on vend des parcelles pour qu'ils construisent des logements, mais on confie à Bouygues le site classé partiellement pour qu'il désigne un lauréat d'un projet qu'on ne sait pas exactement ce qui sera, etc. Donc c'est scandaleux, c'est scandaleux.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ce patrimoine unique. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On le détruit, on morcelle. Petit à petit, le temps fait son action. On communique beaucoup dessus, mais les actions réelles portées sur le site sont assez réduites. Voilà, je vous invite, il y a une pétition qui existe, je vous invite à la signer, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais saluer quand même Bernard Loup, parce que c'est quelqu'un qui se bat depuis très longtemps, qui lâche pas, hein, qui est là, qui se bat pour Europa City, et donc je voulais te saluer. Sauf si il y a encore peut-être des personnes qui souhaitent intervenir. On peut aller vers la conclusion. Hein. Voilà, on remercie Bernard Loup, Pascal vient de le dire. Delphine Debord, élue insoumise, hein, tu ne l'as pas dit, mais élue insoumise auprès Saint-Gervais pour la coordination Île-de-France. Bon, Pascal Mage, Bernard Lelièvre qui agit également avec la SRHM et la Fédération des murs à pêche sur la question des murs à pêche. Voilà, Mathilde Panot, Alexis Corbière. Sur cette soirée, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion ou pas. Un mot, allez. Un mot pour remercier, parce que tous les militants qui ont organisé cette belle soirée, vous dire, sans doute c'est peut-être le cas, mais si c'est pas tout à fait, laissez vos adresses mail, etc. Il y a d'autres actions là, bon, j'évoquais tout à l'heure cette possible manifestation du 5 mai, on cherche à monter un comité 5 mai, on n'est pas arc-bouté sur la date, hein. Il y a peut-être un petit débat, mais l'esprit est là. Donc laissez vos coordonnées pour, si vous voulez être associé à tout ça, pour que la mobilisation actuelle, là on a parlé écologie ce soir, mais il va de soi que ce qui se passe aujourd'hui sur les universités, ce qui se passe aujourd'hui, j'évoquais les postiers, les cheminots, etc., nous concerne. On a parlé écologie en disant que c'était l'intérêt général. Eux aussi luttent pour l'intérêt général. Je voudrais juste, parce que ça m'a beaucoup ému, vous dire qu'hier, je vous ai parlé de cette visite des postiers de Rennes, mais j'ai vu, c'est bête, hein, c'était la première fois que je voyais ça, des postiers qui, après 91 jours de grève, ils se battent vraiment pour vraiment la défense du métier, hein, même pas pour des augmentations de salaire. Les types, ils gagnent normalement 1 300 €. Et j'ai eu des salariés, il y avait leur fiche de paie du mois, il y avait marqué 0 € en bas. Eh ben, c'est poignant quand des gens, après 3 mois de grève, luttent et vont toucher 0 € et qui se battent pour l'intérêt général. Voilà, on se sent humble et puis on a envie de leur dire bravo les gars. Et puis là, dans les mobilisations qui viennent, être aux côtés aussi, si on a la possibilité de faire grève soi-même, de se mobiliser et d'être solidaire aussi. Il y a des solidarités tout simplement financières aussi qui peuvent s'exprimer avec les grévistes. Ça leur fait du bien. Voilà, allez, merci à tous, on continuera à se mobiliser.